Ouais, bah écoutez, bienvenue à tous sur la semaine virtuelle des podcasts. Je suis Chris et je suis très très content de commencer une semaine avec 9 podcasts et on ouvre le bal avec la méga pêche, la Peach Family. Je vais vous laisser vous présenter vous-même en très très rapide. Très rapide. La Très pêche, rapide, la pêche. donc Steph Et Leslie, et moi. Et donc, Leslie. qui est diététicienne nutritionniste avec un master en santé publique. Et Leslie. Je suis éducateur spécialisé, professeur au Parnasse ISEI et alors aussi cofondateur du Pitch Pack. Voilà, ben en fait, tu as introduit très bien parce que je voulais commencer directement par ce sujet-là, le sujet du pitch pack et plus précisément de votre voyage que vous avez fait. J'ai envie qu'on commence à la base de la base parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont écouter, qui vous connaissent et il y a des gens qui vont écouter ou regarder qui ne vous connaissent pas de base. Et moi, ce que j'ai bien aimé, c'est vraiment tout le projet en soi, mais il est ultra innovant. Moi, j'avais pas vu ça ailleurs. D'où est venue l'idée? Oula, ça c'est longue histoire. C'est une longue histoire, ouais. Mais en résumé. En On a résumé, le temps, hein. C'est le but d'un podcast, c'est que ça dure. non, après on a plus d'une heure, c'est ça que tu veux dire. Ouais. Ah ok, ouais, parce que Bah, en fait, Instagram est à jour en fait. Donc maintenant, avant, les lives se coupaient automatiquement après 1 heure et j'ai vérifié aujourd'hui, ça se coupe après 4 heures. Donc a priori, ah, ok. J'ai les cours demain à 8 heures, je donne le cours, donc c'est bien. tu seras à l'heure, t'inquiète. donc on commence par quoi? Bah, en fait, de Pitch Pack, d'où c'est venu? Bah, c'est venu de notre idée à nous deux. Enfin, dans le sens, on voulait tous les deux faire un tour du monde. Donc, ça, c'était déjà dans nos projets, hormis le côté martial. Et puis, bah, on a réfléchi sur du court terme. Enfin, on se disait, on veut le faire sur du court Mhm. terme et pas souvent, les gens vont dire, ouais, c'est un rêve pour la retraite ou pour après. Donc nous, on voulait le faire sur du court terme et on s'est dit, ben, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant autre qu'un... Bon, c'est déjà très intéressant de faire un tour du monde, mais qu'est-ce qu'on peut apporter de plus et qui nous permettrait aussi, évidemment, de récolter des fonds et qui peut être intéressant et qui nous intéresse nous aussi surtout, Mhm. qui peut apporter aux autres aussi. Donc du coup, tout naturellement, puisque Leslie, je vais te laisser expliquer, mais est passionnée d'arts martiaux, professeure à la Haute Mhm. École Parnasse-ISEI d'arts martiaux et fait des arts martiaux. Et donc, du coup, Voilà. on s'est dit, on va lier les deux, quoi, le voyage, les arts martiaux. Et Et à la toute base, c'est vrai que en fait on était parti vivre en Australie. Et en Australie, on a fait nos 10 choses qu'on doit faire avant de mourir, chacun. Donc, on les a on mis est en tout commun. Et donc, c'est sûr que to-do list, il y avait le tour du monde. Et, et puis après, on est devenus parents. Et c'était toujours dans nos projets. Et ça, comme je t'ai déjà dit, enfin, plein de gens nous ont dit, oui, avec un enfant, c'est impossible. Plein de gens, hein. Si tu écoutes, enfin, tu écoutes les gens et tout, parfois, ils te disent, bah, ils te démoralisent un peu. Et on s'est dit, on va quand même le faire de manière, voilà, on a planifié, je pense qu'on a travaillé ça pendant 2 ans. On n'a rien dit à personne avant que ce soit officiel, parce qu'après, on a été chercher des sponsors, on a été... on a eu plein de portes fermées parce qu'évidemment, les arts martiaux, faut se le dire. Enfin, c'est moi qui faisais tout ce qui était com et sponsor. Faut se dire que chaque fois que je disais oui, voilà, c'est un projet éducatif, tout le monde est intéressé. Puis dès qu'on parlait de martiaux, ah, et je ne vais pas citer les noms des grosses fondations connues, mais il y en a beaucoup qui nous ont fermé des portes parce que ça parlait d'arts martiaux et que dans l'idée occidentale, c'est souvent encore très stigmatisé, même pas le MMA comme tu aimes, mais même les arts martiaux tout court. Ouais. Peur, ils n'arrivent pas à se dire que ça fait partie de l'éducation, en fait. Et pourtant, on l'a fait dans notre tour du monde. Et là, on peut bien voir que par exemple, rien que sur le continent asiatique, ben, c'est inclus dans les cours, en fait, dans les cours de secondaire. Ça donne une rigueur, ça donne un respect. Ben, je ne vais pas vous l'expliquer à vous deux. Mais donc voilà. Et donc voilà, on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de refus. Ça a mis quand même beaucoup de temps. On a eu, comme dans tous les projets, des up et des down, des fois des gros downs. On s'est dit, on va abandonner. Puis hop, il y a de nouveau une bonne nouvelle et on continue Mhm. jusqu'à ce que ça se fasse en fait. Et on est parti pour les... Il y a eu des mauvaises nouvelles qui se sont transformées en bonnes nouvelles, par exemple, qui vous ont fait changer peut-être une partie du projet. Ça Ouais, nous fait grandir, ouais. c'est comment tu vois les choses, hein. Tu vois, Ouais. pour un refus de te dire, Voilà. On changeait chaque fois en fait du coup, enfin, la manière dont je l'exposais changeait au fur et à mesure des refus. Je me disais, ah, je vais pas commencer par ça, justement, je vais commencer plus par parler de l'éducation, nanana, et des choses qu'on va apporter en Belgique. C'est surtout ça pour les sponsors qui les intéressait, c'était, oui, c'est bien que vous fassiez ça dans le monde, mais en Belgique, qu'est-ce que vous allez apporter vous? Et c'était Ouais.
qui l'intéressait en fait, ce que l'on ne parlait pas du tout au début. Donc c'est là qu'on s'est rendu compte que c'était important que Leslie explique. Et donc bah, là, ça fait plus d'1 an que The Pitch Pack fonctionne et qu'on est invité à d'autres événements comme Run and Wheels, etc. Des endroits où on n'aurait peut-être pas pensé parler d'arts martiaux. Et s'il n'aurait peut-être pas pensé il y a quelques années donner cours à que ce soit des enfants aveugles, des adultes trisomiques, des adultes toxicomanes, d'arts martiaux justement, qu'on a pu adapter en voyant plein de différents types d'arts martiaux dans différents pays, ce qui est super intéressant. Et puis on avait la vision aussi qu'on savait ce qu'on voulait faire après. Donc, notre tour du monde était construit de manière. Enfin, c'était réfléchi pour la suite. On savait exactement ce qu'on voulait faire, enfin, plus ou moins. Et on savait que ce qu'on allait chercher ou ce qu'on allait trouver, enfin, découvrir allait nous apporter une plus-value pour après, en fait. Et ça, c'est Ouais, pour vraiment. le projet après quand tu reviens en Belgique. Voilà, Oui, et parce ça, qu'on n'a c'est. pas pris des pays. Enfin, si on avait dû juste faire un tour du monde, on aurait peut-être pris d'autres pays, on va dire, plus exotiques et tout ça. Mais là, on s'est visé, par exemple, ben, on savait qu'en Australie, Australie qu'on a fait, vu qu'on y a un petit peu habité, on voulait y retourner parce qu'il y avait la boxe pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson. On trouvait ça intéressant, donc on a voulu retourner à Sydney pour ça, alors qu'en soi, on connaît cette ville par cœur. Il y a certains endroits qu'on a voulu faire. Bah, pareil en Amérique, on voulait absolument rencontrer. Comment il s'appelle encore? Cool. Cole, voilà. Parce qu'on savait que voilà, il est prof et en même temps il fait des arts martiaux avec des personnes tout à fait enfin, comme nous et lui il est en chaise roulante donc on voulait un peu voir tout ça. Donc il y a des pays forcément qu'on a choisi en fonction de ce qu'il y avait au niveau martial et pas au niveau on va se la couler douce. Voilà. Et donc, dans chaque pays aussi, c'est que pour vulgariser l'info, pour que vraiment ouais, tout le monde comprenne, puisse regarder une vidéo. Et donc, on a fait vraiment, enfin, un petit reportage où on a essayé de mélanger notre famille, le voyage et les arts martiaux pour pas que les gens qui aiment, enfin, je veux dire que ça plaise à tout le monde. Voilà, ça plaise à tout le monde. Ce qui n'était pas évident parce que je l'ai fait visionner par exemple à un de mes cousins qui s'y regarde, il se reconnaîtra. Et ben, il l'a regardé devant moi avec, sans aucun scrupule, il appelait les parties martiales. Oui, donc. Ouais, bah oui. Des goûts en fait. Et c'était ça aussi notre dilemme sur YouTube qui était compliqué. C'était est-ce qu'on fait que des arts martiaux, mais du coup, bah, on va perdre beaucoup de population, dont la gente féminine, dont les maris ne regardent pas des arts martiaux, ou est-ce qu'on va tout mettre? C'était aussi le dilemme, c'était de réfléchir au niveau com. C'était pas évident. Donc, on a essayé de faire comme on pouvait. Voilà, un équilibre entre Après, les c'est trois. pas toujours bien perçu parce qu'il y a même des personnes de ma famille qui m'ont dit, des personnes plus extérieures, ouais, vous faites plus des arts martiaux? Ah, mais si, mais justement, c'est que des photos ou des vidéos et c'est que quelques secondes dans la journée. Donc, on essaye quand même de montrer aussi le beau parce qu'il y a des gens qui aiment bien juste voyager et voir des belles vidéos de voyage, comme il y a des gens qui ont envie de voir plus précisément nos reportages martiaux, mais c'était pas le cas de tout le monde, évidemment. Ouais, et tu parles de com. Moi, je reviens un peu en arrière parce que tu disais qu'au début du projet, vous avez eu beaucoup de refus d'institutions qui auraient pu vous aider dans le voyage. Est-ce que tu as dû changer ta façon de communiquer et est-ce que tu as trouvé un argument de force pour amener les arts martiaux? Donc, tu disais un peu plus tôt que tu parlais d'abord du côté éducatif avant de parler des arts martiaux. Mais est-ce que tu as remarqué, est-ce qu'il y avait un argument qui ressortait plus et qui ouvrait plus les esprits quand tu parlais des arts martiaux? Est-ce que tu l'as amené d'une manière différente à un moment pour avoir plus d'acceptation? J'ai plus vanté ouais, j'ai essayé de vanter au maximum les mérites de Leslie dans le sens qu'il donnait des cours d'arts martiaux dans la haute école, que pour les futurs éducateurs c'était intéressant. J'ai essayé de montrer plus le côté pédagogique de l'art martial et pas les côtés. Parce qu'en fait, quand on parle d'arts martiaux, enfin, pour quelqu'un qui connaît pas du tout, allez, par exemple, si on parle judo, karaté, ça va parce que c'est quelque chose, on va dire, d'ancré et que c'est très. Les enfants font ça, c'est dans les normes, il y a les kimonos. Mais si tu parles plus de boxe ou non, parlons même pas de MMA, ça passe moins bien. Et donc, du coup, j'essaie vraiment de montrer le côté pédagogique. J'ai montré que Leslie avait fait des études dans institutions telles que des IPPJ, qu'il a donné des cours d'arts martiaux. Les gens font des yeux grands comme ça, oui, ils leur apprenaient. Oui, mais il y a certaines manières de travailler avec eux, comme le bâton, pour garder une distance. Enfin, il y a plein de méthodes, mais les gens, en fait, ne pensent pas, vu qu'ils n'y connaissent pas, ce n'est pas leur faute, ne pensent pas plus loin, en fait. Alors, ouais, mais c'est souvent le manque d'information qui mène à des mauvaises décisions. Exactement, on va faire plus facilement. Aller, par exemple, le foot va plus facilement parler parce que c'est médiatisé à fond. Or que parfois, il peut y avoir plus de bagarres ou quoi après un match de foot qu'après un cours d'arts martiaux. Donc, voilà, c'est plus de la non-connaissance, on va dire, du public. Je vous réfère à l'événement 360 MMA, très bon événement. Il faut vraiment
tourner, en fait, la communication. Et il faut aussi y aller, comment on disait nous toujours? Pas qu'on ment, mais il faut y aller à la... Il faut bluffer. Il faut bluffer. Oui. Ça, Ça, il n'y avait pas de secret, donc il faut presque dire que le projet est fait alors qu'on n'a encore même pas un sponsor au sponsor, parce que sinon, en fait, ils prennent pas... Mais alors, Je petit à connais petit, bien ça. Je connais bien ça, c'est clair. Monter un projet, en fait, les gens, quand ils voient en fait la finalité, ce qu'on a fait, souvent les gens vont dire, ah, vous avez de la chance. Et moi, je dis, mais non, c'est pas de la chance, c'est du courage, parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'il faut jamais lâcher, persévérer, il faut y croire jusqu'au bout. Et en fait, les entourages ne croient pas en vous. Ça aussi, c'est difficile. Donc, en fait, il faut pas en parler. Il faut juste le garder pour la seule personne avec qui tu le fais. Et quand tu es sûr que c'est fait, alors là, tu peux commencer à en parler. Et on va te prendre en général pour un fou, mais c'est pas grave. Mais c'est ça qui manque beaucoup, je pense, dans notre société à nous. Par exemple, quand j'étais en Amérique, pour eux, tout est faisable. Hein. Ils trouvent Oui, tout. mais c'est simplement un esprit entrepreneurial qui est différent aux États-Unis par rapport à ici. On freine très souvent les initiatives. Oui, c'est ça, et ça fait peur en fait. Ça fait peur aux gens, même à nos proches, qu'on sorte du cadre, qu'on sorte du lot, que ouh, tu vas pas cotiser pendant 1 an parce que tu vas pas travailler. Oui, oui, oui. Donc oui, ça fait peur, mais il faut croire en ses rêves et je pense qu'il y en a de plus en plus des jeunes de notre génération, en tout cas de Belges. Et je pense que le Covid a aidé dans ce sens-là, qui ont envie d'entreprendre et je pense que ça va tout doucement changer, c'est chouette ça. Ouais, donc ici vous mettez vraiment le doigt sur une des raisons pour laquelle je lance ce podcast, c'est aussi montrer qu'il n'y a pas spécialement de raccourci, que les gens ils voient seulement le résultat, d'autant plus que vous avez parlé de votre projet seulement quand il était réellement sur pied. Je me rappelle que Leslie avait peut-être parlé un peu tôt avec moi parce qu'il avait confiance en le fait que j'allais pas vous freiner dans votre idée ou commencer à en parler sur tous les toits. Mais en tout cas, je pense que c'est intéressant de vous dites c'est un projet qui vous a pris 2 ans et effectivement quand les gens ont regardé simplement l'émission sur RTL, ben ils n'ont pas vu les 2 ans qui ont précédé, ils se sont juste dit ah tiens c'est une famille qui voyage, quelle chance. Et donc je trouve ça assez intéressant que effectivement, comme tu dis, tu as un peu bluffé parce que tu croyais en ton propre projet et en le fait que ça allait avoir un impact positif non seulement sur vous, mais aussi sur ceux qui allaient suivre le projet de proche ou de loin. J'avais reçu une question préalablement au podcast et je vais juste en profiter pour la poser si Leslie est encore là. Je le trouve plus. Donc, parce que tu donnais déjà des cours d'arts martiaux au niveau éducatif en Belgique avant de lancer le projet. Et comme l'a dit Steph juste avant, quand on parle d'arts martiaux en Belgique, les gens ont une image assez négative parce que ben, on n'en parle pas dans les médias et parce que ben, voilà, ça fait directement confrontation et les raccourcis sont très rapidement faits. Sa question, c'était un peu de voir comment toi, est-ce que tu avais su entre guillemets imposer ou convaincre des personnes du milieu éducatif pour donner des cours d'arts martiaux qui allaient ben, être en alignement avec le système éducatif. ouais, c'est une très bonne question. C'est vrai qu'au début, donc j'ai commencé à travailler en IPPJ. Donc une IPPJ, c'est un peu une prison pour mineurs, hein, pour faire un raccourci. Donc c'est sûr que si tu viens et tu dis, voilà, on va faire enfin, même des arts martiaux, parce que voilà, les éducateurs travaillent avec des gardiens, et donc pour les gardiens, bah, ça va être, enfin des surveillants, on appelle ça. Ils vont se dire, bah, si maintenant il y a une émeute, s'il y a une bagarre, bah, peut-être les jeunes vont, il va y avoir un incident, ça va se retourner, enfin, contre soi, quoi. Et alors, ben, c'est amener le projet, donc ça veut dire que faut être, enfin, enfin, il faut être malin dans le sens, voilà, je vais pas venir, je vais dire, ok, on va faire du MMA. Et donc, à l'époque, l'image était vraiment dans la cage. Non, ben, tu viens et tu expliques vraiment qu'est-ce que les arts martiaux, Donc moi, je faisais par rapport à mon art martial le Yosekan Budo. Donc j'insistais fort là-dessus parce qu'avec le rituel du salut, donc ça dépend avec quel type d'institution, peut-être après on pourra parler, mais c'est sûr que dans un milieu carcéral, tu es obligé, entre guillemets, d'avoir ça va sortir du cadre, donc si tu viens en même habillé, tu sais, avec un short, ils vont se dire, ouais, c'est toujours l'éduc qui est là, mais si tu viens avec un kimono et tu viens vraiment avec un salut, et là tu expliques vraiment que le cadre est complètement différent de ce que tu peux retrouver en section, ben là déjà, enfin, voilà, ça change déjà. Ben, ah ok, il y a un salut. Qu'est-ce que signifie salut? Le respect de l'autre, le respect de soi. Euh, et donc voilà, moi j'ai présenté ça. Et alors c'est vrai que j'étais venu avec l'outil du Yosekan. Et donc là-dedans, en fait, tu as le maniement du bâton. Mhm. Il y a du bâton en mousse. Et ce qui est intéressant donc, pour ce type de public, et donc enfin,
il faut toujours aussi s'adapter à chaque public. C'est vraiment le bâton. Donc, c'est vraiment un intermédiaire entre deux partenaires. Donc, ils vont pouvoir se rentrer dedans. Donc, ils vont pouvoir faire un sparring, on va dire. Ils ont un casque, ils ont un plastron, on appelle ça. Et ils ont cette arme, ce bâton, ce double bâton. Et ils peuvent se rentrer dedans, mais il n'y a pas l'ego qui rentre dans le système, dans le sens, c'est que, OK, s'il y en a un qui perd, il va se dire, OK, bon, voilà, je me suis fait battre par un bâton en mousse, quoi, on dirait un... Et ça, c'est important. Enfin, dans ce type de structure, c'est important parce que l'ego ne rentre pas dedans et ça évite le suraccident et tout. Après, moi, j'ai commencé comme ça. Après, évidemment, j'ai commencé à faire plus de sports de percussion, par exemple la boxe, même du sol. J'ai fait de la lutte. Enfin, tous les jeunes, je faisais de la lutte avec eux. Donc voilà, c'était avec moi, par exemple, où je faisais des combats d'entraide ou des sparring. Mais light, enfin, je veux dire, c'était avec moi, donc je pouvais pas, entre guillemets, les abîmer. Enfin, j'arrivais à les, comment dire, voilà, moi, je n'étais pas dans le combat, dans ce duel. Donc, et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à présenter la chose. Et petit à petit, ben, voilà, j'ai mis le cadre, mais petit à petit, ben, si je vois un jeune qui est beaucoup moins, qui est plus réceptif, qui comprend déjà la signification, et après, ça va de petit à petit, quoi. Ouais, ça me fait un peu penser à mon projet Team 360 à l'époque, quand je l'avais présenté auprès de l'ADEPS pour louer une salle. J'avais pas dit que c'était du MMA, j'avais dit que c'était du self-défense. Du coup, ils ont accepté et j'ai mis 2 ans à leur expliquer que, en fait, je donnais des cours de MMA chez eux. Euh, Bon, ils ont eu confiance. Évidemment, après 2 ans, il n'y avait pas eu de problème. Mais c'est clair, encore une fois, ça rejoint un peu le point de Stéphanie que de temps en temps, quand un projet est refusé, mais quand on y croit, il faut pas avoir peur d'un peu dévier la vérité pour marquer son point. Et une fois qu'on a fait ses preuves, expliquer clairement ce qu'on fait. Maintenant, je vais revenir un peu dans le voyage, puisque juste avant que vous partiez. Euh, Comment est-ce que vous avez fait pour gérer à la fois le projet du voyage, qui est en fait un projet pour lequel vous n'aviez eu aucune rémunération avant de partir, et les seules rémunérations que vous receviez pour le projet, vous les mettiez de côté pour pouvoir payer les avions, les hôtels, etc. La vie a un coût. Donc, comment est-ce que vous gériez vos journées? Je sais que Leslie, toi, tu travaillais beaucoup déjà sur plusieurs projets. Est-ce que vous vous mettiez des heures précises pour travailler chaque soir ou est-ce que c'était un peu dès le moment où l'un ou l'autre avait du temps, il avançait sur le projet? Comment vous avez un peu géré ça pendant les 2 ans de préparation? Enfin, On va dire que c'était logistique, justement. On avait chacune nos... Enfin, chacun, pardon. Leslie, ça peut passer. On avait chacun nos... On a chacun nos domaines de prédilection, on va dire qu'on se complète bien. Donc, moi, je suis la logistique, c'est-à-dire que je faisais tout ce qui est hôtel et je gérais les sous. Donc, la nourriture, j'appelle ça les per diem. Donc, C'était avant, avant de de partir. ouais. Partir pas encore sur place. On y viendra sur place. Donc moi je travaillais, donc Liam était toujours à la maison, donc Steph fait quand même Moi, j'étais maman au foyer. le plus beau métier au monde et quand même le plus difficile. Et voilà, dès que Liam dormait, ben voilà, on se mettait à travailler. Donc moi je travaillais la Moi, je journée. bossais que le soir. C'est vrai que moi j'ai choisi mes boulots en fonction de ce projet. Et donc oui, on faisait ça le soir. On travaillait tard ouais. tous les soirs parce que moi, ça me permettait aussi de faire un boulot autre que maman. Donc, dès qu'il dormait, je ma tête. Donc, j'étais à 100% dans le projet pendant 2 ans, on va dire. C'est pour ça, on écrivait, on faisait tout ce qui était possible. On a réalisé, qu'est-ce que tu cherches? On a réalisé parfois ce qu'on pense impossible, entre guillemets. Et pour ça, on s'est donné les moyens. Donc, c'était le soir qu'on bossait. Et et puis, on a dû trouver. En fait, la première chose, c'était voilà, voir le coût de ce projet et comment trouver l'argent. Parce qu'après, le reste, forcément, on va se dire, c'est entre guillemets le plaisir. Donc, on va dire que c'est un peu administratif et moins sympa du projet. Voir tout ce qu'il faut, les assurances, les vaccins, les passeports, les visas. Voir si on peut rentrer dans certains pays avec nos caméras, parce qu'on a été refusé pour le visa de Chine, par exemple. C'était compliqué. C'était compliqué. Est-ce qu'on voulait faire du Wushu, c'est ça? Non. Du Kung Fu. Du Kung Fu, pardon. Du Kung Fu. Ouais, ça, on voulait aller à Wudang, c'est ça? Et donc, c'était trop beau, en plus, les paysages. Mais la Chine nous a refusé quand on a dit le matériel audiovisuel qu'on avait, ils veulent pas. Ils voulaient pas. Donc là aussi, par exemple, on aurait
pas dû le dire, mais vu qu'on était en tour du monde, on avait peur de se faire recaler et Mm. quoi. Et après, on fait quoi de notre matériel confisqué ou des choses comme ça. Donc il y Ouais, avait c'est ça. Ben, vous avez calculé le risque et puis vous vous êtes dit qu'il y avait d'autres alternatives qui étaient moins risquées et qui auraient eu, enfin, qui ont eu au final le même impact positif sur le projet. voilà, ouais. Du coup, on était à Hong Kong pour On le était à Hong Kong, Taïchi, ouais. pour les personnes âgées. Mais du coup, oui, c'est sûr on a dû réfléchir à plein de choses. On a changé notre itinéraire plusieurs fois. On voulait faire absolument la lutte mongole. Et là, eh ben, c'était la météo qui n'allait pas. Et pour le petit, parce que du coup, on avait quand même un petit de 2 ans. Mm. Donc lui devait se faire 2 vaccins en plus. On s'est dit, après 10 vaccins, c'était peut-être pas la bonne chose. La météo est bonne que de juillet à août. Ça n'allait pas sur notre itinéraire. On devait revenir sur nos pas. Donc Ouais, voilà. donc Il y a plein. réfléchissez, ouais, il y a plein de facteurs, quoi. Une fois que, oui, voilà, c'est vraiment organiser son itinéraire, les projets, les types d'arts martiaux, contacter les gens s'ils sont d'accord, parce que ça, Leslie l'a fait en amont, souvent on nous demande. Mhm. Donc, et Martial, Leslie, pour presque tous, pas tous. Ouais, j'ai contacté. Thaïlande, non, je crois, Si, si, Thaïlande. En fait, j'ai mais pas contacté. tout le monde. Il J'ai y a des con- gens qu'on rencontre évidemment sur le tas, ouais. mais les gros, on va dire les gros projets, ils les avaient contactés en Belgique déjà, parce que Je regardais en fait qu'est-ce qui nous intéressait, parce que si maintenant on va dans un pays et qu'il n'y a rien. il y a pas d'armes. Donc je Ça n'avait pas regardais de quand même sens. chaque fois. Donc j'avais un peu visualisé enfin, les points intéressants. Donc j'ai envoyé un mail, que ce soit en anglais, en espagnol et tout. Au Japon, En au japonais. Japon, ça C'était le plus dur. c'est plus difficile parce que là en fait tu envoies un mail. Donc nous on voulait aller voir le sumo féminin. Donc le sumo, moi j'aime bien le sumo et Mhm. enfin, le sumo, et en fait, il n'y a que des hommes d'un point de vue professionnel, il n'y a pas de femmes. D'un point de vue amateur, si, maintenant ça commence, tout Il y doucement. en a, ouais, mais doucement. Et en C'est fait, encore très sexiste mais, dans ce milieu. et voilà, c'est donc par exemple, enfin, je sais pas, je pense que je t'avais raconté, mais donc le daimyo, là où la surface où les lutteurs combattent, c'est sacré, donc aucune femme peut rentrer mettre le pied dessus. Et une fois, il y a eu un arbitre qui a eu un arrêt cardiaque, je pense. Et donc, il y avait quelqu'un qui pouvait l'aider, une femme. Et ils n'ont pas voulu. Tu vois, donc la tradition Ils est ont très, très hésité forte. jusqu'au bout. Ouais, Très, très... elle va jusqu'au-delà de la valeur d'une vie. Et donc, quand j'envoyais un mail, en plus dire C'est pour le euh, sumo femme. sumo femme, et ensuite, enfin voilà, et donc personne m'a répondu. Donc, j'ai envoyé en anglais, en japonais. Enfin, donc, je faisais Google Trad, je faisais en japonais. Peut-être c'était n'importe C'est quoi. pas ce que t'as envoyé. Si c'est vraiment pas ce que t'as envoyé, du coup. C'était pas bien parce que c'est d'autres formulations. Et alors en Australie, tu vois, comme Voilà, c'est de quoi la chance. Enfin, c'est pas de la voilà, chance, mais c'est le c'est un feeling. peu des, oui, voilà, des On a surprises. rencontré un japonais. Donc je m'entraînais en jiu-jitsu brésilien et il s'appelait Sho et il était vraiment, donc je lui expliquais le projet et il m'a dit ah ouais super. Et puis je dis ah mais on va au Japon et donc lui il avait vécu toute sa vie au Japon et il venait d'immigrer en Australie et puis il expliquait que ah ben tiens mais donne-moi tes coordonnées, donne-moi ce que tu veux Il a dire. vraiment tout fait. Donc il a envoyé le mail le jour même. On lui a répondu, donc la présidente de la fédération sumo femmes lui a répondu direct. Moi, je lui avais envoyé mais full message, quoi. Et c'est fou parce que, Et ça, jusqu'au bout, on a eu peur de ouais, sumo jusqu'au parce bout. que même sur place dans le pays, il a dû encore envoyer des mails Ouais, ouais. parce que même pour se présenter, on devait se présenter, c'est le seul art martial où on a dû aller se présenter avant, dire, enfin, Oui, salutations, oui, genre, oui, quelques jours c'était avant. vraiment difficile parce que j'ai dû même, je me rappelle, là, c'était à Kyoto. Et donc, donc il y a une équipe, donc on a suivi en fait une équipe sumo filles de jeunes filles, d'adolescentes de 14 à 16 ans qui, et donc qui se situait à Kyoto, donc en secondaire. Et donc j'ai dû aller me présenter en fait à l'entraîneur. Donc j'ai dû aller, j'ai fait 2 heures de De bus, de train, train pour aller, pour juste dire 2 heures pour bonjour. revenir, juste pour dire bonjour, faire mes salutations, C'est moi Leslie, je arigato vais venir. gozaimasu. Je lui montrais et en fait je lui avais tout envoyé par mail et voilà juste pour ça. Et quand je suis sorti, donc c'était bon. Et alors mon contact en Australie, en fait je gardais contact avec lui et alors il me dit ils sont encore réticents parce que mais le gars m'avait dit oui, hein, parce qu'ils disent toujours oui, ils ont du mal à dire non. Ils vont jamais Mhm. dire oui, mais C'est pas comme chez nous, ils vont pas ouais, ça directement c'est ouvrir ou fermer la porte. C'est toujours, tu sais pas. par C'est exemple dans le flou. par exemple au magasin, tu as envie d'un je sais pas moi d'un livre, ils vont est-ce que vous l'avez au lieu de dire non, elle l'a pas, ils vont dire oui, mais on va regarder. Désolé, tu vois, ils ont du ouais, Ouais, vraiment, le réflexe, c'est de dire oui. voilà, Ouais, c'est oui, leur mais respect chez eux, ça. et donc après ce gars en fait on devait avoir des autorisations de l'université Kyoto pour pouvoir filmer à l'intérieur. Donc on pouvait aller filmer un entraînement, plusieurs entraînements, mais seulement dans l'université de Kyoto.
Mais entre-temps, en fait, l'université de Kyoto avait un accord avec Netflix. Ça, j'ai appris ça après. Ils ont fait un reportage justement donc, sur une lutteuse sumo universitaire, donc complètement autre chose. Donc, je pouvais pas, entre guillemets, filmer l'équipe universitaire, quoi. Et donc, je devais rester focus. Donc, ça... Mais pour finir, ça s'est bien passé. On a Ouais, ça s'est filmé. super bien passé. Elles nous suivent encore d'ailleurs, les filles, sur Insta. Ouais, ils sont super cool. Et donc voilà, ils s'entraînaient 5 jours par semaine, juste après les. Donc c'était vraiment un niveau assez, enfin voilà, intense. Oui. Et donc après, c'était cool parce qu'après, il y avait l'équipe universitaire de sumo homme qui était là. Et donc moi, j'aurais dit, ouais, moi je fais des arts martiaux. Est-ce que et donc j'ai pu m'entraîner avec les sumo, quoi. Je crois que c'est super rare ça. Ça devait être une super expérience. Ouais. Et alors, à fond. C'est impressionnant. Enfin, moi qui fais pas d'arts martiaux, je m'attendais pas à ce que ça soit si. Mais après, c'était des petits sumos, ils étaient plus de 120 kilos, hein, ton Road to 100, là, c'est fort, Non, quoi. moi, ça m'a impressionné. Moi, c'est la force qu'ils mettent dans leur tête, là. Voilà, et donc c'est vrai que c'est un des sports où il y a le plus de commotion avec le football américain, parce qu'en fait, en fait, il n'y a pas de, tu sais, il y a pas de top, il n'y a pas un gars qui fait hajime, ou il n'y a pas un, genre comme en fight, genre, tu sais, à l'UFC, ils font fight. Ouais. En fait, ils doivent déposer leurs deux mains, et c'est celui qui rentre. Et donc, généralement, en fait, la garde en sumo, c'est comme ça. Enfin, je veux dire, Ouais. main devant et la tête. Donc ça fait un peu trois appuis et tu rentres comme ça. Et donc tu as des collisions de dingue en fait. Ah ouais, ok. Et Et, donc, ouais, effectivement, ça explique pourquoi il y a beaucoup de collisions, de commotions. et en plus, t'imagines à 150 kilos, double Ouais, impact. et ils sont sacrément explosifs, contrairement à ce que leur physique peut faire croire. Et c'est une chouette analogie, en fait, parce que, enfin, c'est un projet, mais c'est clair que il y a eu une grosse partie préparation, et c'est vrai que dans tous les projets, tout ce que tu fais en amont, c'est un gain de temps quand tu es dedans. Mais ce qui est chouette aussi dans votre projet, c'est que vous aviez des idées que vous vouliez absolument prendre et vous avez pris certains risques, c'est-à-dire avec le Japon, là notamment, vous aviez prévu d'y aller sans avoir la sûreté de pouvoir réaliser le projet que vous vouliez sur place, mais comme quoi de temps en temps, quand on force un peu, on peut y arriver. Et pour revenir aussi à la préparation, je trouve ça super intéressant ce que vous avez dit, c'est qu'au début, ça paraît un peu irréaliste. Et j'ai l'impression que c'est un peu comme ça avec tous les gros projets que tout le monde a. C'est au début on a l'idée et quand on a juste l'idée, ça paraît tellement gros qu'on se la charge de travail est énorme. Mais en fait, on se rend pas compte qu'on peut étaler la charge de travail sur plusieurs mois, plusieurs années, ce qui rend en fait un projet possible. Et c'est marrant que quand on s'y met pour transformer l'idée en projet, c'est après plusieurs étapes qu'on se dit ah ben en fait c'est réellement possible, mais le déclencheur c'est juste de faire la première étape en fait. Ouais, c'est le plus dur. Petit à petit, Comme je hein. dis, si nous-mêmes, en fait, on doit vraiment y croire à fond nous-mêmes. Ben, un peu comme toi, tu fais, t'as aussi un homme de projet, on va dire, tu fais des livres, tu as créé le 360, etc. Mais personne n'y croit avant toi. Donc, tu Ouais. dois mettre ça. Et comme je dis, il faut beaucoup aller aussi il faut oser. Et donc, du coup, ça demande beaucoup, beaucoup d'amont que personne ne voit, comme tu dis. Mais une fois que c'est lancé, ben, ça se fait et c'est fluide, en fait. C'est comme si c'était. Ouais, Et nous, on prend ouais, tellement c'est clair. vraiment qu'en fait, on oublie même tout, même nous-mêmes, on oublie tout ce travail que ça a demandé, en fait. Mais en fait, après coup, c'est marrant quand tu travailles énormément pendant 6 mois. Sur le moment, tu fais, Pouah, j'arrête pas de travailler, et tu le ressens physiquement. Et par contre, 3 ans après, tu as l'impression que c'était rien du tout. Ouais, Oui, c'est ça. Enfin, je sais pas pour vous, mais j'imagine vous, votre projet, c'était il y a 2 ans, si je me trompe. Enfin, On est parti en 2019, oui. ouais, c'est ça. Donc c'était il y a un an, mais vous êtes parti il y a un an et demi, 2 ans, plus ou moins. Et j'imagine que quand vous pensez à toute la charge de travail que vous avez eue avant le projet, vous minimisez un peu tout ce que vous avez, enfin tous les efforts que vous avez faits parce que c'est passé et surtout parce que c'est réussi. Donc je voulais en venir là-dessus aussi. C'est Ça, c'est clair. à quel moment vous vous êtes rendu compte que le projet était entre guillemets réussi? À quel moment vous vous êtes dit, OK, on a lancé un projet, on a travaillé pour que ça réussisse, et maintenant on peut se dire qu'on est satisfait du projet. Est-ce qu'il y a eu un moment précis dans votre voyage, juste avant de partir, juste en revenant de tout le voyage? Est-ce qu'il y a un moment que vous avez tous les deux particulièrement apprécié et où vous avez ressenti vraiment tout le fruit de votre travail? En fait, quand on a eu notre plus gros sponsor, et puis du coup, on a lancé un crowdfunding parce que là, tout devenait possible. Il nous manquait plus que, je dis entre guillemets, parce que c'est quand même une grosse somme, mais il nous manquait plus que 12 000 euros, ce qui est, on va dire, faisable. On s'était dit, au pire, le crowdfunding ne marche pas, ben, il y a toujours des micro-prêts, des gens font des prêts comme ça pour des voitures, en fait. Donc, le rêve, donc on aurait été prêt à le faire si ça avait été ouais. foiré, on va dire, le crowdfunding.
Mais du coup, on s'est dit, ben voilà, est-ce qu'on tente le crowdfunding? On a parlé avec les... Parce qu'en fait, on est coaché quand on fait un crowdfunding, je ne savais pas. Donc, il y a une dame qui te dit, est-ce que c'est faisable en fonction de ton réseau? Donc, ils vont un peu checker tes réseaux et tout ça. Donc, elle nous a dit, c'est réalisable. Donc, est-ce que vous voulez vous lancer? Et quand on a vu ben, qu'on était assez rapidement monté, ben, on s'est dit, ben, il n'y a pas que nous qui y croyons. Et, c'est super chouette en plus d'avoir la somme qu'on avait déjà eue avant. Ben, il y a des gens qui croient en plus de ça en nous, qui vont suivre notre périple, etc., ben, c'était d'autant plus gratifiant. Et je pense que c'est ça aussi qui nous a dit, ben, c'est réel. Là, on va avoir les 12 000, c'est bon. On Ouais, aura la pierre à à fond. l'édifice qui nous manquait. En plus, c'était cool parce que ceux qui recevaient des petites cartes et tout ça, donc on a pris plaisir pendant le tour du monde à leur envoyer des cartes. Ouais, Euh, Ah oui, juste, c'est vrai que ça faisait partie c'était votre ouais, mais premier voilà. cadeau à ceux qui participaient au crowdfunding. Du coup, ben, c'est chouette parce que ces gens-là ont pu voir aussi que leurs sous, maintenant, ils servent, qu'on a quand même continué l'ASBL, que les filles a continué jusqu'à ce qu'on soit en confinement de donner des cours et que le projet a abouti, quoi, qu'ils ont pu voir un aboutissement, c'est ce que aussi tout le monde attend. ouais. Privé comme grosse société. Et puis voilà, le fait aussi d'être reconnu médiatiquement, que ce soit la RTBF, les journaux, RTL TV, c'est vrai qu'on a eu la grosse Mais émission. c'est suite Oui. aussi au crowdfunding que Ouais, euh, c'est la fait, quoi. ça les a intrigués, en fait, qu'on réussit un crowdfunding à 12 000 euros, les médias, je parle. Hein. Donc, on a eu les Mhm. médias de notre poche, entre guillemets, mais ils nous ont contactés, eux. On n'a même pas dû les Non, appeler. non, on ne les a pas au début. Euh, ils nous ont contactés parce que ils ont vu qu'on faisait un projet. Ils ont vu que bah, un crowdfunding quand même réussi à 12 000 euros. Euh, et puis, donc, du coup, ils nous ont contactés. Bah, RTL, on a pu aller dans les bureaux rencontrer la présentatrice Émilie Dupuis qui avait plusieurs projets. Donc, elle nous a demandé voilà, d'expliquer notre projet, qu'est-ce qui ferait la différence par rapport à d'autres. Et nous, on savait évidemment que ce serait aussi sympa de pouvoir passer à la télé. Déjà, c'est un chouette souvenir pour nous. Et puis, ça, c'est sympa. Ouais, Ça permet aussi plus de visibilité sur le projet. Donc, on ne va pas refuser certainement pas les médias. On a aussi eu la chance de passer avec Adrien Jovenot. D'ailleurs, lui, il nous a pris au euh, Japon, au Japon ouais, et en Belgique, 2 fois au début, et puis après. à la radio. Donc ça, c'est sympa. Le médecin qui nous suivait, parce qu'on a eu de la chance, on a un médecin de médecine tropicale qui nous suivait si jamais on avait un souci avec Liam en voyage. Ouais, super. Super sympa, très connu à l'UCL d'ailleurs, s'il nous écoute, parce qu'il nous a justement écouté de sa radio avec Adrien Jovenot, Ouais. donc il nous a reconnu, il m'a envoyé un mail. Je trouvais ça super touchant pour des gens, on va dire, haut placés, de prendre aussi en fait part au projet quelque part d'une certaine manière et de se sentir concerné, c'était chouette ça. C'est bien parce que ça a fait un genre de boule de neige. En fait, il y a eu un effet boule de neige qui a été lancé par le crowdfunding, mais au final, c'est un très bon indicateur pour toutes les personnes de l'extérieur. Si un crowdfunding fonctionne bien, ça veut dire que des personnes lambda sont prêtes à donner de leur argent sans le moindre retour ou presque pour aider d'autres personnes à réaliser leur projet. Et donc, effectivement, c'est un très bon indicateur qui intéresse les médias. Pour notre projet, on avait aussi fait un crowdfunding pour le 360, donc beaucoup plus petit, c'était 1000 euros. En fait, on avait invité les gens à payer 1000 euros qui représentaient en fait le coût des ceintures et des coupes et de tout ce qu'on offrait aux combattants. Et je pense que ça avait bien aimé, puisque le public avait bien aimé s'investir dans ce que les athlètes recevaient. Et après ça, il y a eu beaucoup de médias qui nous ont contactés. C'était l'élément déclencheur. Les gens se demandent comment ça fonctionne et du coup, si ça plaît, bah, si ça, un crowdfunding marche, ça veut dire qu'il y a de la visibilité. Et donc, du coup, c'est ce qu'évidemment les médias recherchent, d'avoir plus de visibilité, puisque maintenant, il y en a plus sur les réseaux sociaux que sur leur télé. Donc, en général, ils sont toujours très intéressés parce on est tous sur Instagram, Facebook, tout ça. Donc, Et parlons un peu de Liam, parce que donc il avait 2 ans hein, quand vous êtes partis, c'est ça? Et oui, donc effectivement, comme tu l'as dit au début, hein, c'est vrai que quand tu dis que tu vas être parent et que tu as un jeune enfant, quand tu parles de voyage, les gens te disent ouais, tu peux aller à la mer, c'est cool. Personne ne te pousse vraiment à faire des voyages avec un vol de plus de, je sais pas, votre vol le plus long, c'est quoi, 8 heures, 10 heures? en plus, on a fait combien Plus de temps? même. 14, Oh, 16 heures 15, même. même Parce plus. qu'on a Ouais. fait, Dès le moment où on dépasse 5 heures, c'est considéré comme un long vol, surtout avec un enfant. Euh, Est-ce que vous l'avez entre guillemets préparé? Est-ce que avant de partir, vous avez fait quelque chose en particulier ou vous êtes juste dit bah on y va et on adaptera en fonction de comment il réagit? Mais pas pour l'avion, quoi. Je veux dire, l'avion. Non, non, mais Ouais, on lui en a parlé, bien sûr, et on lui avait acheté une petite carte du monde avec des aimants de son âge, en fait, qu'il a 2 ans. On lui expliquait, voilà, on va faire ça. Dans chaque pays, on va découvrir des religions, des cultures, on va manger différemment.
Mais en fait, ils voyaient notre enthousiasme. Si un parent est stressé, c'est ce que j'ai toujours, les enfants sont des éponges, l'enfant le ressent. Donc moi, j'ai toujours essayé d'amener ça sous forme de jeu. Par exemple, il était passionné à cette époque-là, parce que maintenant plus, de voitures. Et donc le trip, c'était que dans chaque aéroport, on essayait de trouver la voiture de la marque locale. Et comme ça lui faisait un petit souvenir. Chaque fois en plus dans le cadeau au fil des pays. Enfin, on a essayé de tout faire sous forme de jeu. Il a vu qu'on n'était jamais inquiet. On a même réussi à rater un avion. Bah, on l'a pris sous forme de rigolade avec lui. Donc on a fait 3 jours en Malaisie. Enfin, en fait, c'est vraiment l'enfant est une éponge. Donc s'il sent que ses parents sont épanouis, bah, l'enfant le sera aussi. Donc avant le voyage, on a aussi essayé chaque fois de. Moi, j'ai fait évidemment, enfin, je fais beaucoup de jeux avec lui, mais j'ai vraiment essayé de concentrer ça, évidemment, les mois avant de partir, que sur le voyage. D'expliquer que on est tous les mêmes, tous différents, mais tous les mêmes, que c'était intéressant. Et maintenant, par exemple, on a été manger chez un pote à Leslie la semaine passée. Et, bêtement, il voit des statues dans la maison, et puis le gars était choqué, il dit oh, Vishnu. Il nous dit ah oui, il connaît ça. Je dis bah oui, il a été à Bali 2 mois, bah, forcément, il connaît bien les autres religions aussi. Mais donc, il est intéressé et on remarque maintenant qu'il a vraiment pas peur d'aller vers les adultes. Souvent, les enfants sont timides. Là, j'ai été avec lui, bah, il va spontanément parler aux parents. Et ça lui a permis de s'ouvrir facilement, on va dire, aux autres. Ouais, mais c'est un très bon apprentissage pour un enfant de son âge d'avoir déjà. C'était combien? 8 pays que vous avez fait? Plus 9, 10, 10, je pense. Même plus, je crois. Bah, ça va aller vite. Thaïlande, et puis Philippines, Malaisie, Indonésie, Australie, Japon, Chine, Japon, États-Unis, Mexique. C'est entre 8 et 10, quoi. Pas loin. Maintenant, donc, le projet est fini. Vous êtes revenu en Belgique. Est-ce qu'il y a eu un réel impact? Est-ce que Leslie, tu as eu tous les apprentissages que tu voulais sur place? Est-ce qu'il y a des choses que tu as apprises pendant le voyage que tu as pu appliquer directement en Belgique? Est-ce que ça a ouvert certaines portes pour toi, pour ta carrière et tes objectifs? Ben écoute, oui, hein, dans chaque pays, enfin déjà chaque art martial, chaque culture est un apprentissage. Donc c'est sûr que oui, il y a plein de choses où que ce soit pour la boxe, pour la maladie de Parkinson, mais là-bas aussi, il faisait aussi, c'est vrai que nous on l'a pas filmé, mais il faisait aussi avec des personnes avec un handicap mental, tu vois. Donc c'est Ça t'a appris, là-bas aussi, j'ai beaucoup appris. En fait, c'était vraiment des outils, comment tu adaptes, par exemple, la personne en chaise roulante qui était aux États-Unis, qui lui a tout adapté, tous les arts martiaux par rapport à son handicap, ben voilà, voir que c'est possible déjà de faire ça, que c'est aussi inspirant de voir ça. Et donc voilà, après, il suffit vraiment de. Enfin, il suffit d'adapter, mais par exemple, une gauche-droite, on va faire très simple, jab cross. Ben, comment, ben, par rapport à quelqu'un qui est en chaise roulante, ben, voir par rapport à ses. Enfin, c'est sûr qu'il va pas. Enfin, il va être limité dans certains mouvements. Et dès que tu. Enfin, voilà, dès que tu adaptes. Et donc, oui, c'est sûr qu'il y a dans tous les pays. Enfin que ce soit même le tai chi quoi, je pensais que j'allais, enfin mais non, le tai chi c'est trop bien, je fais ça avec des jeunes, tu sais, avec des jeunes super, enfin entre guillemets caractériels, délinquants, je fais du tai chi quoi dans la forêt quoi. Même la lucha libre. Ouais, même la lucha libre, par exemple le Mexique, le catch mexicain, je pourrais trouver ça un peu fake, tu sais, un peu théâtral, mais en fait toute cette théâtralité permet de ben, genre mettre Mettre un masque, littéralement. le jeune délinquant qui doit faire le caïd dans son cartel, dans son quartier, ben, il doit, le fait de juste de mettre le masque, il peut faire tomber son masque de délinquant et devenir quelqu'un d'autre. Et c'est très thérapeutique. Exact. Ouais, c'est vrai que j'ai peut-être, pour ceux qui sont intéressés, d'avoir beaucoup de détails sur le voyage. On avait fait un podcast ensemble, je le mettrai en commentaire quand je posterai ça sur YouTube et sur SoundCloud, comme ça, facile d'aller retrouver. On avait fait ça il y a 1 an et demi, c'est juste après votre retour. Hein. Et je sais pas comment faire. Non, c'est parce qu'en fait, mes abonnés pensaient que ce serait sur The Pitch, enfin sur mon Instagram. Et donc, je sais pas comment leur dire puisque je suis avec mon téléphone avec moi. Il faudrait que tu prennes un autre device. Hein. Tu prends un ordinateur et tu sais le dire. Mais... Ouais, de toute façon, elles trouveront sur YouTube et SoundCloud demain. Ouais, on va faire une transition un peu plus sèche. Donc, on a parlé de Liam, mais bon, nous on se connaît personnellement. Moi, quand je vois Liam, je trouve qu'il est fort en avance sur son âge, et je pense que c'est de mon avis extérieur. Évidemment, vous le vivez tous les jours. Je pense qu'il y a 3 grosses raisons à ça. Pas d'écran depuis qu'il est gamin. Je pense que maintenant vous êtes passé à un tout petit peu d'écran.
le fait que vous fassiez beaucoup d'activités de découverte avec lui et aussi la maman diététicienne, je pense que ça joue beaucoup. Donc moi, ça me permet de faire une transition vers toi, Steph, parce que j'avais lu dans un livre, The Power of Habits, qu'il y avait un énorme taux de mortalité infantile aux États-Unis dans les années 80, si je me trompe pas. Ils avaient engagé quelqu'un pour faire une étude par rapport à ça, et le gars s'était rendu compte que c'était à cause de la malnutrition des futures mamans et des nourrissons. Et du coup, ils ont introduit des cours de nutrition et diététique en école, au collège, donc en supérieur pour nous, et les chiffres ont drastiquement diminué grâce à ça. Donc, est-ce que tu sais parler un peu de ça, de l'importance de la nutrition chez la mère porteuse et chez le nourrisson? Quel est l'impact de manière générale de l'alimentation? Bah, l'impact de l'alimentation, enfin, de base, que ça soit chez quelqu'un qui n'est pas enceinte, comme chez quelqu'un de sportif, comme chez une femme enceinte ou chez une mère allaitante, c'est super important, ça donne un équilibre dans le corps. Et donc, au niveau spécifiquement de la grossesse, un simple exemple, la vitamine B9, donc l'acide folique, bah, elle permet de fermer le tube neural du bébé. Si ça ne ferme pas le tube neural, si tu n'en as pas suffisamment, bah, l'enfant est handicapé. C'est d'ailleurs pour ça maintenant qu'on fait des super vitamines avant d'être enceinte que les femmes peuvent prendre, comme ça elles ont tout ce qu'il faut. Ben, aussi, par exemple, la citation Crétin des Alpes, elle vient tout simplement aussi des faits que quand on s'est rendu compte aussi à l'époque, mais là c'est en France, que les gens qui habitaient dans les Alpes, ben, en fait, il manquait d'iode, donc les enfants naissaient crétins, mais c'est parce qu'on te dit toujours mange du poisson, tu vas être intelligent. Non, c'était dans le ventre de la maman que ça se passait déjà. Et donc, c'est plein de choses que oui, les gens ne se rendent pas compte, mais que ça a un impact sur le développement du fœtus et durant l'allaitement aussi. Et ça donne aussi un équilibre pour la maman, puisque si la maman n'est pas bien nutrie, elle ne se sentira pas bien. Parce qu'en fait, l'enfant, donc peu importe si la maman n'a pas ce qu'il faut, il ira puiser dans tout ce qu'il peut puiser. Donc en général, lui, ça va. Sauf évidemment, l'iode et tout ça, c'est des choses qu'il faut donner. Mais comme je dis, maintenant, en fait, en Europe, systématiquement, il y a des compléments, etc. qu'on reçoit pendant la grossesse, toutes les mamans prennent ces vitamines. Mais je veux dire, c'est sûr que c'est hyper important, un équilibre alimentaire, que ce soit niveau allaitement, niveau grossesse, et dans la petite enfance pour l'enfant aussi, en fait. Hein, parce que là, on parle... Parce qu'une fois qu'il mange aussi, c'est important. J'ai pas mal de patients... même dans nos contrées, il ne faut pas aller aux États-Unis, parce qu'on pense toujours États-Unis, obésité, mais il faut savoir qu'en Belgique, plus d'un Belge sur deux est en surpoids. Donc, c'est quand même pas rien. Surpoids. Et l'étude a été faite comment? Enfin, est-ce qu'on considère quelqu'un qui a un BMI au-dessus de 25 en surpoids, ou alors l'étude va un peu plus loin que le BMI? Parce que si tu prends les athlètes de sport de contact, enfin, j'en fais partie, j'ai pas envie d'accepter que je suis en surpoids. Elle n'a pas été loin, mais du coup, non. On sait que les sportifs, en général, ils ont ils ont des autres indices de masse corporelle que les personnes, on va dire, non sportives ou pas grands sportifs. Parce que du coup, c'est sûr que votre masse musculaire est plus haute que votre graisse. Donc, du coup, c'est pas un surpoids, comme tu le dis. La masse musculaire est plus lourde que la graisse. Et donc, vous pesez forcément plus. Mais non, c'était une étude basique, mais c'est quand même intéressant de voir que c'est une personne sur deux, c'est énorme. Il n'y a pas tant de sportifs. Oui, parce que c'est ce que j'allais dire. C'est clair qu'il n'y a pas une personne sur deux qui fait du sport très activement en Belgique. Donc, ça pose quand même question sur notre mode alimentaire, même chez nous, parce qu'on parle toujours des Américains comme si c'était les pires. C'est vrai que chez eux, il y a vraiment, dans plein de choses, pas mal de mauvaises choses, on va dire, du fructose, etc. Mais chez nous, ça vient aussi, quand tu regardes, par exemple, la fast-food, elle est moins chère que manger bien. Ouais. Là, il y a des études, ça tu peux regarder sur comme PubMed ou des bons moteurs de recherche scientifique, ça montre vraiment que les personnes qui ont qui sont plus défavorisées vont moins bien manger aussi. Donc c'est aussi un cercle vicieux. Peu importe de quoi on parle, il y a toujours des cercles dans la vie. Et donc forcément, du coup, les gens moins favorisés vont manger moins bien en général, plus de fast-food, etc. Parce que manger bien, souvent on dit que ça coûte cher. Bon, après, ça dépend où tu mets tes priorités. Mais il y a moyen de faire bien. Et c'est sûr que c'est important, quoi. Enfin, par rapport à l'argent dans la nourriture, c'est clair que manger bien, ça coûte plus cher, mais ça coûte quand même moins cher que les hôpitaux. C'est toujours un argument que je mets en avant. J'ai pas
interrompu pendant que tu parlais, mais tu parlais d'un moteur de recherche scientifique. Tu sais juste donner la référence, parce que ça Oui, m'intéresse et j'imagine que ça intéresse beaucoup de gens. c'est PubMed, enfin, un gros moteur de recherche qu'on utilise pour nos mémoires, etc., à l'UNIF. Mais ça cible plus que scientifique. Donc, c'est Oui, vraiment. mais c'est intéressant parce que justement, j'allais venir sur le sujet que moi, je m'intéresse à la nourriture depuis, je pense, 2 ans et demi, mais juste au travers de podcasts de personnes qui m'ont l'air crédibles, parce que aujourd'hui, le problème de l'ère digitale, c'est que bah, tout le monde peut s'exprimer. Tu sais pas trop enfin, si tu t'y connais pas dans un milieu, tu sais pas différencier un vrai expert d'un expert autoproclamé. Et donc, quand tu fais des recherches sur certaines choses, et principalement, je trouve sur la nourriture, tu trouves à boire et à manger, c'est le cas de le dire. Mais en fait, Tu vas vraiment. je dis toujours à ma maman, désolée de te couper, mais c'est parce que ça me vient maintenant. C'est ce que je dis toujours à maman, parce qu'elle me dit toujours, oui, ma copine m'a dit ci, ma copine. En fait, mais je dis à maman, mais tout le monde a son avis sur la nourriture, parce qu'en fait, tout le monde mange. C'est pas un métier facile à ce niveau-là, parce que si je suis au resto avec des gens, eh ben, ils vont me dire, ah, mais moi, je fais ça. Et en fait, à la fin, tu réponds plus, ou bien quand tu dis ton métier, tout le monde te pose plein de questions. En fait, parce que tout le monde mange, donc tout le monde croit un peu connaître, c'est normal, parce que vous mangez votre corps. Mais donc voilà, tout le monde a son avis, donc c'est déjà difficile. Et puis il y a plein de personnes qui se disent, entre guillemets, coach en nutrition, ou qui vont faire une formation de. Par exemple, mon médecin généraliste m'a dit, il peut être nutritionniste après 12 heures de formation. Il me dit, toi, tu as fait 3 ans d'études. Il m'a dit, moi, après 12 heures de formation, je ne sais pas dire qu'est-ce qu'il y a comme protéines, lipides, glucides dans un pain ou comme vitamines et minéraux dans un parmesan, combien de milligrammes de calcium. Donc, il dit, voilà, en fait, il faut Bah, savoir. On est c'est le bon moment pour faire la différence entre diététicien et nutritionniste. Bah, je te laisse expliquer parce que tu vas mieux l'expliquer que moi. Moi, je sais la différence parce que, bah, comme tu sais, j'ai une ex qui était en diététique avec toi. Et du coup, elle insistait beaucoup là-dessus puisque ça la faisait, enfin, ça l'ennuyait évidemment que le terme nutritionniste, c'était pas, enfin, c'était une appellation non vérifiée alors que diététicien, il y a un réel diplôme derrière. Donc, je te laisse peut-être un peu approfondir la différence entre les deux. bah, en fait, tout simplement, donc, diététicien, c'est quelqu'un qui a étudié 3 ans à la haute école que la nutrition, que ça soit comment, au niveau physiologique, au niveau minéraux, nutriments. Donc, on a même appris la cuisine, les techniques. Au niveau scientifique, on a eu beaucoup de chimie, physique. Donc, c'était vraiment un apprentissage complet en 3 ans. C'était quand même ces 3 ans que sur ça. Donc, ça nous permet de travailler dans plein de domaines parce que souvent, quand on dit nutrition, les gens imaginent perte de poids. Il y a des personnes qui travaillent plus en hôpitaux, avec des patients cancéreux, comme ça peut être avec les patients anorexiques dans des centres, etc. Donc voilà, nous, on est agréés par l'INAMI, donc en Belgique, on rembourse nos patients. Donc ça, c'est aussi intéressant. Maintenant, on peut rembourser même nos patients pour les pertes de poids, ce qui n'était pas le cas avant. Donc ça, c'est aussi pour ceux qui veulent perdre du poids et qui se disent, ah oui, c'est un peu plus cher qu'un coach. Oui, mais vous êtes remboursé par la mutuelle. Un nutritionniste, en fait, tout le monde peut se dire nutritionniste, c'est pas protégé. Voilà. En résumé, tu peux faire une formation de 12 heures online toi-même et tu peux te mettre. Ouais, bah, ouais. J'en ai fait une, mais je m'autoproclame pas du tout nutritionniste parce que j'ai fait la formation et à la limite, j'étais encore plus perdu après que je l'étais avant parce que c'est le genre de milieu en fait où d'abord tu sais rien et c'est pas grave parce que tu connais les grandes bases et puis plus tu essayes de comprendre, bah, plus tu vois que le domaine est vaste et compliqué et du coup bah, tu t'y perds vraiment et donc au final, je trouve que voilà, il y a certainement des autres autoproclamés nutritionnistes qui sont très très bons parce qu'ils font beaucoup de formations, mais quand on va chez un nutritionniste, il faut bien se renseigner en la personne, alors qu'un diététicien, on sait qu'il y a minimum 3 ans d'études derrière. Exactement. Des stages aussi, quoi. On était obligé de faire un stage en hospitalier, un stage en collectivité. Collectivité, pour ceux qui ne savent pas, c'est cuisine, etc. Moi, je l'ai fait au Parlement européen, par exemple. Et puis, un stage mémoire. Donc, on a fait quand même des longs mois de stage, je crois, peut-être 6 mois de stage en dernière année. Donc, c'est quand même Il y a du pas mal. terrain en plus. Ouais. Il y a du terrain. Après, comme tu dis, moi, j'ai une amie qui n'a pas fait d'études, mais comme toi, qui était passionnée. Elle a fait pourtant un master, etc. Donc, dans tout à fait autre chose. Et elle est tellement passionnée parce que voilà, la nourriture, entre guillemets, l'a sauvée d'une maladie, qu'elle est très, très douée et que parfois, elle peut même m'apprendre des choses parce qu'elle est ciblée dans le sport que moi, j'ai pas eu parce que, par exemple, moi, mon cours sur le sport, c'était en dernière année avec une très, très grosse pointure, Serge Peters. Mais du coup, c'était condensé. Et par exemple, là, on offre des formations supplémentaires à la nutrition du sportif
que je voulais faire, mais je suis enceinte cette année, donc ça ne sera pas cette année. Mais donc, du coup, c'est sûr qu'il y en a qui sont du coup ciblés sur quelque chose, un nutritionniste, et peut très bien donner la chose qu'il veut donner des bons conseils aussi, parce que tout le monde a des bons conseils sur certaines choses. Après, c'est sûr que moi, ce qui me fait plus peur dans tout ça, c'est les pertes de poids, parce qu'en fait, c'est la stabilisation qui est dure. C'est la question que tu me demandais avant sur bien manger, c'est le apprendre à bien manger, parce qu'il y a des nutritionnistes qui apprendre à bien manger, ils vont apprendre à bien perdre du poids, mais perdre du poids, entre guillemets, tout le monde sait plus ou moins comment le faire. Mais les personnes en général qui perdent 10 kilos, bah, tu les revois 5 ans après, et soit ils ont 15 ans en plus, et donc c'est ça qui est vraiment, je pense, qui fait la différence. C'est notre métier, donc du coup, on sait comment accompagner le patient. Ouais, ben, en fait, on arrive un peu sur un sujet que je voulais aborder. C'est peut-être une question un peu compliquée, mais comme je disais, quand on va sur Internet aujourd'hui par rapport à la nutrition, on va voir des avis complètement opposés sur un même sujet et qui sont basés même sur certaines fois sur des études. Hein. Il y a plein de gens qui disent que le véganisme c'est ce qu'il y a de mieux. Il y a plein de gens qui disent que c'est exécrable pour la santé. Du coup, maintenant il y a des gens qui disent que carnivore c'est très bien et puis il y a des gens qui logiquement disent que carnivore c'est très très mal. Et en fait, on a l'impression que les experts, le seul consensus qu'il y a, c'est boire de l'eau, c'est bon pour la santé. Et si tu manges pas trop de sucre, le miel c'est bon pour la santé aussi. Mais tout le reste, on a l'impression qu'il y a des avis opposés. Le lait c'est bon, le lait c'est mauvais. Les légumes c'est bon, les légumes ça fait des inflammations. Il y a, on peut lire de tout et de rien. Est-ce qu'il y a donc si on met le côté éthique de côté, donc j'insiste beaucoup là-dessus. Donc si on met vraiment le côté éthique de côté, quelles sont vraiment les choses sur lesquelles les vrais experts sont entièrement d'accord et sur lesquelles on peut pas discuter, notamment comme boire 2 litres d'eau quand tu fais 85 kilos, c'est bon pour ta santé. Moi, je dirais que ce serait déjà de base la pyramide alimentaire qui est la base. Ils Mhm. sont on a besoin des protéines, glucides et lipides tous les jours pour pouvoir vivre. Par exemple, on a besoin d'une certaine dose de glucides pour notre cerveau, on a besoin de bonnes graisses monoinsaturées, polyinsaturées, on a besoin de favoriser certaines choses. Par exemple, on a pu aussi montrer que les fritures, c'est bien une fois par 2 semaines et pas toutes les semaines. Donc, il y a quand même beaucoup de choses sur quoi on s'accorde. Après, c'est sûr, quand tu parles par exemple de lait, il y a des gens qui vont dire le lait animal n'est pas bon, mais il n'y a aucune étude qui a prouvé ça dans le sens, c'est plutôt les antibiotiques, etc., qu'on donne aux vaches qui parlent de ça. Mais nous, en tout cas, en tant que diététicien, on le conseille, c'est 3 produits laitiers par jour, sous forme sous forme de laitage et un fromage maximum. Mais on ne va jamais l'enlever parce qu'on a besoin de calcium, on a besoin de protéines, notamment pour les sportifs, c'est des acides aminés ramifiés, c'est super intéressant, notamment pour la prise de masse musculaire. Et donc, du coup, chaque famille alimentaire, je dirais, est indispensable. Le tout, c'est d'apprendre à bien les fractionner. Donc, par exemple, les légumes, c'est ce qu'on a le plus besoin. Donc, ça, c'est 3% d'office. Les fruits, parce qu'il faut savoir qu'il y a des gens qui ne mangent jamais de fruits, par exemple. Enfin, il y a un peu de tout. Quand on a des patients, c'est intéressant. Quand tu parlais de vegan, c'est très, très bien, en fait, si tu le fais très bien. Mais moi, j'ai eu le cas d'une patiente en chaise roulante qui est venue chez moi il y a quelques années parce qu'elle voulait devenir végétarienne. Mais ça, c'est très compliqué parce que c'est un cas, par exemple, ça, un nutritionniste ne pourrait pas faire parce que j'ai dû calculer tous ses apports en fonction du fait qu'elle est en chaise roulante. Comment faire pour que ses muscles tiennent le coup, quel type d'acide aminé combiner pour pas qu'elle manque de quelque chose. Parce qu'il faut savoir que quand on est végétarien, par exemple, il faut toujours assimiler 2 types de produits pour qu'on ait l'acide aminé comme si c'était dans une viande. Donc moi, je dis, je suis pas contre Enfin, c'est très bien d'être végétarien, c'est même très bon pour la santé, c'est prouvé. Mais et voilà, c'est comme pour la viande rouge qu'on déconseille parce que ça acidifie le sang, parce que les vaches, c'est pas bon pour la planète. C'est sûr que réduire sa consommation, c'est bien, mais si quelqu'un aime bien manger de la viande, moi, je vais jamais interdire à un patient de manger de la viande rouge, c'est très bien. En fait, tout est une question d'équilibre dans la vie. Et donc, c'est pareil, tu me parles de sucre. C'est sûr que le sucre, c'est pas bon, que le sucre, au plus t'en manges, au plus t'en as envie. Mais ça fait partie des occasionnels qu'on appelle dans la pente alimentaire et c'est sûrement pas interdit parce que quand on a envie, ça sert à rien de se frustrer. Et c'est ça surtout aussi qu'on fait dans une perte de poids et dans un rééquilibrage, c'est d'apprendre qu'on peut tout manger, mais tout est une question de quantité. Et donc, Mais en fait, justement, j'entends de plus en plus sur des podcasts parler je sais pas, un régime, mais c'est une logique, on va dire, une façon de penser de excessive moderation. Et donc l'idée derrière, c'est de manger un peu de tout, enfin beaucoup, mais en petite quantité. Donc vraiment varier un peu tout. Donc enfin cette façon de réfléchir, c'est vraiment
le côté omnivore, mais où on mange vraiment tout en petite quantité, du poisson 2 fois par semaine, de la viande rouge 1 fois par semaine. Ça, c'est 50% c'est des légumes, mais des légumes variés où on en prend 3 différents par jour. Et moi j'aime bien cette logique, ça me semble ça semble couler de source pour moi parce que du coup on a toutes les vitamines, tous les minéraux. Là, ce que tu viens de me dire, c'est ce que quand je vais parler à un patient, c'est l'alimentation équilibrée, c'est 50% de légumes, 2 fois du poisson par semaine, 1 fois un gras, 1 fois un maigre, parce que le gras a plus d'oméga 3, le maigre a plus d'iode. Donc, et aussi, attention, au plus le poisson est gros, plus il y a des métaux lourds, parce qu'à l'heure actuelle, évidemment, il y a aussi le côté écologique qui est parfois un peu... C'est l'indice de mercure auquel il faut faire attention, c'est ça hein, aussi. Ouais. En fait, en gros, les gros mangent les petits, pour faire simple. Et donc, du coup, bah, les gros ont plus de mercure dans leur corps que les petits. Donc voilà, il y a plein de choses. Après, c'est sûr, comme il y a des gens qui ont leur dada, il y a des gens qui sont braqués dans leur mode alimentaire, comme tu disais avant. Et donc, pour eux, bah, s'ils sont véganes, c'est la chose à faire et ils vont prôner ça à fond. Ils vont rentrer dans un, allez, c'est pas une secte, mais voilà, ils vont dire que tout le reste est mauvais. Et moi, je pense que voilà, ce qui est bien quand tu as fait des études là-dedans, c'est que tu vois aussi qu'il faut juste un équilibre et qu'après, moi, je respecterai tout type de patient. Si tu es mon patient et que tu me dis que tu es vegan et que tu es à fond, je vais pas commencer à te parler de devoir manger de la viande rouge ou du porc. Ou... Voilà, si tu me dis que tu es musulman, je vais pas te dire de manger du lard au barbecue. Enfin, non, mais je veux dire, chacun a ses croyances, a sa méthode. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est aussi de fonctionner en fonction du patient. Et comme je dis, rien n'est mauvais, tout est une question de quantité, de fractionnement. Donc, Ouais, mais là, je pense que on arrive sur quelque chose de super crucial, c'est que effectivement, un régime comme le être vegan, tu peux être vegan et en bonne santé, mais tu dois t'y connaître et enfin, tu dois savoir ce que tu fais. Et moi, j'avais écouté un podcast sur Game Changer, qui en fait, pour moi, c'était de la mésinformation que ça offrait. Donc, ça essaie de pousser les gens au véganisme, mais sans leur donner les bonnes informations pour être vegan et en bonne santé, ce qui est totalement faisable. Et il y a quelqu'un qui disait que la première grande question vraiment quand tu deviens vegan, c'est ton apport en protéines qui est beaucoup plus compliqué que quand tu es omnivore. Et j'ai pas su vérifier cette information, mais il disait que dans tous les légumes, il y avait juste une partie des acides aminés essentiels et pas tous, alors que dans les viandes, généralement, il y a les 9. Et je pense que c'est ça que tu disais tantôt, c'est que quand tu es vegan, ben, tu dois chaque fois croiser par pour exemple, avoir la totalité. si tu manges du quinoa, il n'y a pas tout. Donc, il te faut un produit laitier avec. Donc, j'ai une salade de quinoa avec des poires et un petit yaourt. Mais pareil, par exemple, le fer est moins bien. Enfin, la vitamine C, pareil, est moins bien assimilée. Enfin, il y a plein de choses où tu dois faire attention. Souvent, les végans, ce qui manque, c'est de B12. Et ça, par exemple, ils ne la trouvent pas. Ils doivent se faire une intramusculaire tous les 6 mois. Le fer, c'est difficile. Donc, il y a certaines choses. Par exemple, le fer est mieux, si tu veux, comment je peux le dire, simple, est mieux assimilé dans l'organisme avec la vitamine C. Bah, du coup, on va conseiller un fruit riche en vitamine C en dessert. Mais tout ça, c'est des choses qu'ils vont en prendre en consultant, même une fois, mais pour avoir toutes les infos d'un coup parce qu'on ne fait pas ça n'importe comment. Et le problème, c'est que tu retrouves beaucoup de gens carencés parce qu'ils vont vouloir essayer, comme tu dis, ils vont écouter un podcast, ils vont écouter des grands influenceurs végétariens qui ont de super livres, mais ça ne sera pas assez détaillé pour eux. Et c'est toute une étude, en fait, devenir végétarien. C'est pas si simple. Les acides. Après, une fois que tu as les combinaisons, c'est bon, tu fais comme tu veux, mais il y a quand même un début comme à tout, et il faut connaître un petit peu avant de se lancer dans cette aventure qui doit être super intéressante. Pareil pour les enfants, des gens qui décident d'être véganes et qui mettent vegan leurs enfants, mais ça, ils sont en pleine croissance, c'est faisable. Il y en a qui naissent là-dedans, mais il faut faire attention. C'est beaucoup plus compliqué. Pareil, il y a eu un gros problème, je ne sais plus c'est dans quel pays. C'était il y a quand même à quelques années, une maman qui a... Je me demande si le bébé n'est même pas mort parce qu'elle voulait absolument pas de protéines animales et du coup, elle a décidé de donner, je ne sais plus c'est quel lait, je ne vais pas dire de bêtises. Mais du coup, l'enfant a eu des gros problèmes en fait suite à ça, suite aux croyances des parents. Et donc, il y a aussi un moment où il faut se remettre à la science et comme je dis, consulter quelqu'un d'expert qui a étudié là-dedans pour pouvoir faire les bons choix en fait. Mais c'est exactement là où je voulais amener la conversation, parce que, comme je disais, aux États-Unis, quand ils ont remarqué le taux de mortalité infantile, ben, ils ont mis des cours liés à l'alimentaire pour les jeunes entre 14 et 16 ans, je pense, ou 14 et 18 ans, pendant 4 années. En Belgique, on n'a pas ça. Moi, je suis sorti et j'en parlais avant-hier, je pense à ma femme. Quand j'avais 19 ans, je pensais que des spaghettis blancs, 4 fromages, c'était bon pour la santé.
et je mangeais ça tous les midis. Et, je vois la tête de Leslie, mais on n'a eu aucun cours sur l'alimentaire. Donc moi, à 19 ans, voilà, je mangeais souvent des spaghettis, je voyais pas ce qu'il y avait de mauvais. Enfin, je pouvais pas concevoir que c'était. Enfin, c'est pas mauvais pour la santé, mais de manger ça tous les midis avec une sauce 4 fromages Knorr. Et le cholestérol. Désolé pour Knorr, mais voilà. Mais je pensais vraiment que c'était bon pour moi et je mangeais ça littéralement tous les midis. Et c'est juste pour montrer que on est tellement peu informé sur la nourriture que pour ceux qui n'y connaissent rien et qui savent se l'admettre, ben, c'est important. En plus, tu viens de dire que maintenant, ça va être remboursé quand on allait consulter une fois. Je pense que c'est important pour tout le monde d'aller, qui n'y connaissent rien, d'aller consulter au moins une fois pour avoir les bases d'une alimentation, d'une alimentation saine. En fait, je pense que ça dépend des mutuelles. Soit c'est 6 fois par an, soit c'est 10 fois par an. Donc, ça dépend de la mutuelle où tu es en Belgique. Donc, il y a quand même pas mal. C'est pas toute la consultation qui est remboursée. Ça varie entre 10 et 15 euros. Sauf si tu as une maladie, évidemment, là, c'est totalement. Mais du coup, c'est intéressant parce que c'est presque la moitié d'un suivi, en fait. Donc, Mais ça reste un très bon investissement parce que je pense que l'alimentaire, ça peut prévenir énormément ça peut non seulement prévenir, mais aussi guérir énormément de maladies. Moi, ça fait assez longtemps que je prends plus de médicaments et que j'essaye à chaque fois de me renseigner sur quel aliment peut m'aider à mieux récupérer d'une maladie. Et franchement, je me sens bien comme ça. Et pareil, j'essaie de manger certaines vitamines proactivement à l'approche de changements de saison, etc. Moi, il y a encore deux points que je voulais aborder tant qu'on est sur la nutrition, parce qu'il y en a un qui, pour moi, me semble super important de ce que j'entends, et personne n'en parle et personne n'est vraiment au courant, c'est le manque de vitamine D de la population générale. Je pense que les statistiques sont assez effrayantes pour toutes les personnes qui sont en déficit de vitamine D. Et je sais pas si tu sais un peu nous parler de l'importance de la vitamine D quand on habite dans un pays. Bon, là évidemment, je me trompe complètement parce qu'il a fait super beau sur les 3-4 dernières semaines alors on arrive en décembre. Mais malgré tout, je pense que c'est important que les gens se rendent compte que voilà, la vitamine D, ça se prend naturellement grâce au soleil et qu'en Belgique, on en a très peu et la plupart d'entre nous, ben, on travaille dans des bureaux. Donc, quand bien même il fait beau dehors, on prend pas suffisamment de vitamine D. Est-ce que tu es pour les suppléments? Aussi, si on est très blanc comme moi, ben, on peut sortir 2 minutes, on aura beaucoup de vitamine D. Pour les personnes qui sont plus foncées de la peau, ben, ils assimilent moins bien. Est-ce que tu sais un peu, enfin, voilà, conseiller, est-ce qu'il faut se complémenter, où est-ce qu'on va chercher les vitamines D, etc., etc. bah, en fait, il faut savoir que la vitamine D, bah, comme tu le disais, elle est sous deux types. Donc, soit elle est dans l'alimentaire, soit elle est dans le soleil, si je peux dire, enfin, avec les rayons sur notre peau. 70% au soleil, hein. Donc, dans 30% alimentaire, 70% au niveau du soleil. Et comme tu te dis, on est dans des pays très peu ensoleillés. D'ailleurs, c'est simple, en fait, que tu dis ça. Les enfants sont d'office supplémentés en vitamine D, hein. En Belgique, je ne sais pas si tu le savais, parce que Je savais pas. encore. Mais donc voilà, depuis la naissance, donc pour te dire que c'est quand même important, ça donne un exemple, c'est qu'un enfant est d'office supplémenté en vitamine D, puisque forcément ça fixe le calcium, donc c'est essentiel, mais qui grandissent très vite. Et donc, eux sont supplémentés d'office. J'ai pu arrêter cette vitamine D, enfin je l'ai arrêté, puisque c'est mon métier, je m'y connais, je l'ai arrêté dans le tour du monde, puisqu'on était dans des pays fort ensoleillés. Comme tu le dis, ça varie en fonction des peaux, et ça en fait, c'est encore une fois, c'est magnifique, c'est parce qu'en fait, les personnes plus foncées bah, vivent dans des pays plus ensoleillés. Et donc, en fait, c'est un mécanisme de protection de la peau à la base. Et forcément, ceux qui habitent dans des pays comme nous et qui ont la peau plus foncée, bah, ils assimilent encore moins bien, comme tu le dis. Donc oui, moi, je suis pour le supplément. Attention, hein, parce qu'il y a des gens qui font des cures de plein de choses tout le temps. Ça, je ne suis pas pour. Mais c'est sûr que si tu fais une prise de sang et que tu as des déficits, d'office en prendre une. Après, à l'approche de l'hiver ou en hiver, c'est toujours intéressant pour prévenir de plein de choses, de prendre un complément vitamine D, vitamine C aussi. Donc ça, c'est des vitamines qui sont intéressantes. Attention, par contre, les vitamines A, D, E, K, donc la D est dedans, c'est des vitamines dites liposolubles. Donc en fait, elles restent dans les graisses et si tu en prends trop, tu peux faire une toxicité. Mais bon, faut y aller. Enfin, comme je dis ici, faut y aller, quoi, à mon avis. Donc voilà. Oui, mais ça c'est vrai que pour toutes les vitamines, on sait en prendre trop et c'est important à savoir. C'est vrai que tu parlais de la couleur de peau. Je crois que j'avais vu une étude
qu'ils avaient faites sur des Éthiopiens qui allaient travailler en Suède et qui étaient immédiatement quasi en mauvaise santé parce qu'en Suède il fait noir tout le temps et du coup eux ils prenaient aucun soleil et même le peu de rayons de soleil qu'ils avaient quand ils étaient en Suède, ben, leur peau ne l'assimilait pas. Donc ils avaient fait cette étude-là et puis ils avaient fait une étude sur des Écossais qui allaient vivre en Australie. Et là, eux, évidemment, en vitamine D, ils étaient bien. Par contre, le risque de cancer de la peau était plus élevé. L'alimentation, ben, enfin, moi, c'était hyper intéressant. Un de mes cours à l'époque, je m'en souviens vaguement, mais je m'en souviens, parlait par exemple des types de cancers en fonction d'où tu habites dans le monde. Donc, par exemple, au Japon, il y a beaucoup de cancers du foie parce qu'ils mangent certaines choses qui font plus de cancers à ce niveau-là. Certaines ethnies, on est plus propice à certaines maladies. Par exemple, les Africains du Sud sont plus à risque d'hypertension, les Africains du Nord plus à risque de diabète de type 2. Donc voilà, on a chacun un peu nos petits bobos à faire attention. Est-ce que c'est dû à l'alimentation de base qui fait, par exemple, peut-être que c'est plus sucré, etc., ou plus salé pour les Africains du Sud qui mangent très salé? J'en sais rien de base, mais c'est vrai que c'est intéressant de voir les types de maladies en fonction. Chez nous, par exemple, c'est le côlon. Ben, c'est sûr que le côlon, ben, il en prend des coups avec trop de viande, d'alcool, trop de choses comme ça. Et donc, du coup, je pense que chaque pays a ses mots en fonction de l'alimentation. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose. Si tu manges bien, tu te serves des médecins, on va dire. Et dernier sujet sur l'alimentation. Après, Leslie, tu vas pouvoir de nouveau parler parce que je te vois t'endormir presque dans le fauteuil. J'imagine que tu as déjà souvent eu ces conversations déjà. En tout cas, si c'est pas le cas, tu devrais profiter hein, quand tu as une diététicienne à la maison comme ça. Nutrition à la maison. Tout le temps. Je cuisine et voilà, ils mangent. Tout le temps. Ça reste une bonne dynamique. Je voulais parler des jeunes parce que ça commence, je dirais que ça commence un peu à exploser. Il y a tout le monde qui fait des jeûnes dans tous les sens, les jeûnes intermittents, les jeûnes prolongés. Euh, j'ai l'impression que c'est un peu comme j'irais un peu comme le sport, c'est-à-dire qu'il y a des bons côtés à ça, mais l'excès mène aussi à des mauvais côtés. Mais en fait, comme tous les bons côtés, en excès, ça a des mauvais côtés. Est-ce que enfin, quelles sont tes connaissances par rapport aux jeûnes intermittents et aux jeûnes prolongés et le sport à jeun, parce on entend de plus en plus parler aussi des sports d'endurance, comme quoi s'entraîner à jeun, ça a pas mal de bénéfices. Oui, donc pour parler du jeûne intermittent qui est entre guillemets quand même très récent, je t'avoue que je ne me suis pas encore trop posé la question parce qu'on va dire que ça fait peut-être 5 ans qu'on parle vraiment beaucoup du jeûne intermittent, que là je ne me suis pas renseignée sur la question, mais je pense que pareil, c'est une question d'équilibre, c'est-à-dire que pourquoi pas faire ça? Il y a beaucoup de filles qui font ça pour une perte de poids par exemple, mais le problème c'est pareil, c'est quand tu vas arrêter ton jeûne intermittent, ça reste pas quelque chose d'équilibré. Qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'en fait, quand tu fais un jeûne, qu'est-ce qui se passe? C'est que ton corps puise dans tes réserves. Mais le problème, c'est que le corps, en fait, il a une mémoire. Et donc, quand il va manger de nouveau normalement, eh bien, il va se faire un stock de ce que tu manges parce qu'il va se souvenir que normalement, à ces heures-là, il n'avait pas à manger, pour faire simple. Et donc, du coup, bah, tu vas t'engraisser parce qu'au début, qu'est-ce qu'il va prendre comme stock? C'est de la graisse. Donc, oui et non. C'est pareil. Par exemple, euh, il y a plein de jeûnes qui sont bons pour la santé. Par exemple, quand on fait le ramadan, c'est bon. Je pense que les gens se sentent bien même. Mais pareil, moi j'avais des patientes en phase de, pour donner un exemple, de perte de poids et en ramadan, ben, on a dû faire bien attention de ne pas prendre de poids et de refaire comme une alimentation équilibrée pendant la nuit, parce que sinon bah, tu prends plus de poids parce que ton corps stocke, parce qu'il sait que la journée il va être à jeun en fait. C'est rare que quelqu'un maigrit pendant ce temps-là d'ailleurs. Pour le sport par contre, on en parle beaucoup. Moi comme je dis, j'ai eu un bon cours de Serge Peters, je ne sais pas si tu connais. C'est Oui. en Belgique, d'ailleurs, là, il fait un chouette projet dans l'espace. Je suis fan parce qu'au niveau sport, pour moi, c'est vraiment le numéro un. Et il fait des arts martiaux aussi. Et il fait des arts martiaux. Et en fait, bah, enfin, quand j'ai étudié à l'époque, il nous expliquait bien que ça favorisait les problèmes allez, ça peut faire des blessures musculaires, ça peut faire plein de choses comme ça. C'est pareil, c'est pas conseillé. En général, c'est ceux qui vont faire du sport à jeun, c'est de nouveau pour perdre de la masse grasse. Oui, sur le coup, tu vas en perdre plus, mais à quel coût? Et donc, moi, je suis pas pour, par exemple, si tu dois faire une phase de perte rapide avant un combat, bah, tu verras bien que si tu fais ça bien avant et sur du long terme, le jour du combat, si la personne peut manger, elle se sentira 10 fois plus en forme pour gagner un combat que si elle a fait ça, entre guillemets, sur une phase de temps court, eh ben, elle ne va pas se sentir au top le jour du combat parce qu'elle Mm. sera un peu dans ses réserves. Ça bloque. Allô, allô?
Non, je suis là. Ah, t'es Ouais, là. c'est à mon avis, toi, ta connexion. Ah, chez moi, ça va. En fait, il y a juste quand je parle en même temps que vous, je vous entends plus, mais ça m'a pas dérangé depuis le début. Je sais pas si là, vous me voyez bien. On te voit On en te voit bien. flou. Donc, en tout cas, moi, de ce que j'en ai étudié, après, je suis pas une grande sportive. C'est ce que j'en dis, c'est qu'en fait, on avait étudié que ça baissait en gros les performances, que ça donnait plus de risques. Ah, là, ça bug. Et Vraiment que tu... les, euh, et- moi, je le conseille pas. Mais après, je sais qu'il y a des patients qui veulent perdre plus vite du poids et qui vont aller courir à jeun. Ben, pourquoi pas? Je suis pas contre. En fait, ça dépend aussi de nouveau quel sport tu fais, à quelle fréquence, quelle intensité. Il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Donc, c'est pas pour une personne précise que je peux dire quelque chose de. Enfin, je peux pas donner un avis sur une globalité de personnes. Non, c'est clair. Mais globalement, je dirais non. Si tu que, par exemple, dans ton cas, si tu vas très bien et que tu as envie de faire ça pour te dire que c'est quelque chose de sain et que tu vas nettoyer ton corps, parce que c'est ce qu'on parle souvent quand on a jeun, moi je dirais non, mange alors peut-être plus léger. Il y a enfin, voilà, quand j'ai un marathonien en patient, bah, lui il vient me voir, bah, qu'est-ce qu'il fait pré-compétitif, post-compétitif, quelle collation, quel sandwich mange à midi, tout ça on conseille aussi en consultation. Je ne vais pas te faire une consultation maintenant, mais c'est sûr qu'il y a plein d'astuces pour bien gérer ça. Mais moi, le jeûne, il y a du pour et il y a à boire et à manger. Et comme je dis, je ne peux pas donner une réponse formelle, mais sur de la globalité, sur une personne en bonne santé, je dirais non parce que ça diminue tes performances lors de l'effort. Parce que tu ne seras jamais autant en forme, même si tu en as envie. Et comme je dis, il y a plus de risques de déchirure musculaire, de te blesser qu'autre chose en fait. Mais comme je dis, ça, c'est si tu es très sportif. Après, si c'est une patiente qui a envie de perdre plus vite et qui va aller courir sur son tapis, je ne m'en fais pas. Voilà, tout est relatif. En fait, mais ça reste aussi important, c'est que tout dépend des gens. Moi, j'ai toujours fait cet exemple parce que j'entends beaucoup de gens, ils entendent parler du régime keto et puis ils veulent essayer du coup juste parce que ça fonctionne chez quelqu'un d'autre. Je dis toujours, voilà, il y a certaines personnes qui peuvent boire un café à 22h30 et dormir à 22h45. Il y a d'autres personnes, si elles boivent un café à 9h du matin, elles ne dorment pas avant 2h du matin le lendemain. On réagit tous de manière différente à la nourriture. De faire Là. des tests. Attends, je suis en train de charger le téléphone. Mais je suis pas sûre. Oui, d'office, bah, tu as 100% raison et c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on consulte parce qu'à chaque patient aura un plan différent. Même si j'ai trois, par exemple, boxeurs qui boxent avec toi, ben, les trois, je leur donnerai un truc différent parce qu'en fonction de leurs affinités pour la nourriture, en fonction de leur équilibre, de leur poids, et je ne vais pas faire quelque chose en fonction de ce qu'ils n'aiment pas aussi. Ça, c'est important, je le fais en fonction de ce qu'ils aiment. Je pars de leur base à eux pour l'améliorer autour et je ne vais pas donner un truc tout fait, ça ne sert à rien. De un, il ne le respectera pas sur du long terme, et de deux, ça ira peut-être à un et pas à l'autre. Et c'est pour ça aussi qu'il y a des suivis en perte de poids, parce que chaque semaine, le corps change. Et donc, on peut voir ensemble qu'est-ce qu'on fait pour évoluer ça. Est-ce que ça n'a pas été trop difficile? On se met trois objectifs par semaine. Et donc, voilà, mais c'est super important de dire vraiment que c'est du cas par cas, pour le jeune y compris. Ouais. Eh ben, on arrive à parler un peu du lien entre vous deux. Donc, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que vous avez fait un énorme projet à vous deux. Enfin, deux, en fait. Hein. Il y a Liam et puis il y a Pitchpack. Et maintenant, vous vous lancez dans un nouveau Les projet. deux bébés. Et il y a Ninja qui arrive, hein, c'est ça? Ninja, exactement, Exactement. bien. Et, On va devoir et, repartir autour du monde. À quatre. On va devoir le faire, quoi. On est obligé, quoi. Pour Et, donner la euh, et, aux et deux. donc là, vous avez fait un gros projet ensemble. J'imagine que ça a bien fonctionné puisque vous en faites un deuxième. Et c'est vrai que c'est pas tous les couples qui font des projets aussi gros ensemble. Donc je trouve ça déjà très beau. Euh, Domo Mojo. Je vais Domo. le laisser parler un peu. Hein. D'où Moi, je vais voir un petit donc Pitchpack, d'où est venue l'idée? Que veut dire Domo Mojo aussi? Et puis mes questions d'après arrivent après. Domo Mojo. C'est bien, tu l'as presque bien dit. Domo Mojo. Donc, c'est vrai que nous, notre objectif a toujours été le même depuis le début. Comme je t'ai dit, on avait le plan. Le but, c'était de créer un projet autour de nos, enfin, voilà, de nos compétences. Et c'est sûr que Domo Mojo, c'est un peu le nom que si on a un jour une future salle de salle. sport ou salle d'arts martiaux, Mhm. voilà, ça s'appellera comme ça. Et c'est vrai qu'on a cherché
voilà, un nom qui nous nous correspond. correspondait. Et donc Domomojo, donc Do c'est la voix en japonais, Momo, ça je laisse deviner, et Jo, donc Dojo c'est le lieu de la voix, et pour Momo c'est avoir la pêche en japonais. Donc c'est Steph qui a trouvé. Et la pêche aussi, c'est ce qu'il disait en japonais, c'est que j'aimais bien la signification, c'est que c'est protecteur des mauvais esprits. Bon, moi j'aime bien ça. C'est comme un, voilà, ça protège du mauvais œil et donc je trouvais ça sympa. On ne savait pas du tout. Donc la Momo, ça veut dire la pêche, le fruit de la pêche. Donc voilà. Et voilà, et donc je trouvais que ça, enfin, on trouvait que ça Ça nous sonnait super ressemblait. bien. Et puis après, je sais pas si tu as vu, on a fait un logo aussi avec ben, Avec un or un orque. Pourquoi? Parce que voilà, on voulait un animal fort. fort, mais qui est fort, Famille. mais qui est aussi sociable et qui est intelligent, qui s'adapte. Et alors, comme il est noir et blanc, ben, le yin et le yang, l'équilibre. Et puis la vague, ben, le côté, ben, la force de la mer, enfin l'ondulation, Et on a mis un point dedans. et un point de droite. Donc ça, c'est vraiment la signification. On s'est dit, on voulait un logo assez Un logo cool, assez cool. assez, Qui nous nous, correspond. nous, on le trouve cool, quoi. Peut-être que d'autres le trouvent pas cool. Et, et donc, voilà. Et donc, le but de ce projet, c'est vraiment ben, de proposer des arts martiaux. Et donc, ça se dissocie par rapport à Pitchpack aussi. La différence avec Pitchpack, Pitchpack, c'est vraiment de l'éducation spécialisée. Donc, comme dit Steph, l'éducatif et du social. voilà, l'éducatif plus social, on va dire. Et donc, Domomojo, c'est vraiment plus. Pour mettre les gens, enfin, le sport et la Voilà, nutrition. où c'est plus, pas privé, mais je veux dire, c'est. Enfin, voilà, si toi, tu as envie de venir faire des cours d'arts martiaux, c'est pas de moi. Enfin, je veux dire, c'est un mauvais exemple, mais je veux dire, tu vas passer par Domomojo. Mais par exemple, si tu es une institution où tu vas passer par Pitchpack, où tu es un parent, tu as envie de travailler. Pitchpack, c'est une ASBL, en C'est fait. vraiment, oui, voilà, c'est vraiment. Et, et donc, donc, dans Domomojo, tu as donc trois parties. La partie nutrition de Steph, la partie arts martiaux, donc tout ce qui est coaching martial, enfin, formation, cours, proprement dit. Et alors, on propose des packs. C'est vrai qu'on donc le site va être lancé, je pense, d'ici cette semaine. Cette semaine. Et donc, dans ces packs, ben, il y aura un pack remise en forme qui sera assez complémentaire avec ben, tout ce qui est nutrition. Et alors aussi, bon voilà, après ça c'est notre dada, mais là on va proposer, je crois que c'est assez innovant parce que voilà, remise en forme, je pense que tu peux trouver ça partout. Et là on fait vraiment un pack initier son enfant aux arts martiaux de manière éducative. Donc je pense ça c'est vraiment un projet qu'on bosse, ça fait longtemps qu'on bosse dessus. Toi. Ouais, j'ai pu me jeter des fleurs. C'est ça, il pose tous les soirs dessus. Et enfin voilà, le but c'est que toi, Chris, ou bien un autre même quelqu'un qui fait pas d'arts martiaux, voilà. Voilà, le but c'est vraiment que tu puisses venir prendre des idées et de le réadapter à ton style d'art martial. Et ça c'est vraiment le but de manière éducative et que l'objectif ultime c'est que ce soit pas vraiment l'enfant qui soit super fort, c'est pas le but. Le but c'est que ce soit un enfant enfin qui s'amuse et que ça aille dans son développement harmonieux de lui-même, que ça devient un bon être humain. Et ça, c'est vraiment l'objectif de ce programme. Et donc là, maintenant, ce sera un premier programme. Et bah, c'est ce que, entre guillemets, on fait dans ce qu'on pitch pack. Et on veut le donner, enfin, on veut le laisser. C'est comme une formation, donc ça peut être pour les éducateurs aussi, comme ça peut être pour un privé, comme ça pourrait être toi qui fais déjà des arts martiaux, avoir un support en plus pour des. Même un parent à la maison. Oui, avec le confinement, c'est pas mal. Voilà, ça c'était vraiment l'objectif de répondre à ça, parce que plein de gens, en fait, on a eu plein de demandes. Qu'est-ce que je peux faire avec mon enfant Même des profs d'arts martiaux qui sont super compétents, mais qui se disent, bah, ouais, avec des enfants, qu'est-ce que je peux faire? Et c'est vraiment pour répondre à ce type de questions qu'on a fait ce pack. Et ben voilà, avec tout ce qui est plateforme online et en ligne, bah, tu peux toucher beaucoup plus de monde, et ça c'est plus intéressant que peut-être, je vois, ok, je vais dire ça à mes étudiants. J'ai peut-être 300 étudiants si on compte les 3 ans. Les 3 ans. Mais bon, voilà, le but c'est vraiment de pouvoir donner. Mais tu fais pas autant d'heures. Là, c'est un gros pack. Ouais, c'est un gros pack. C'est 5 heures de cours. Voilà, ouais, tu as des variantes. Enfin, ouais, c'est assez intéressant d'un point de vue éducatif. Et alors, la troisième composante, ben, c'est Pitchpack. C'est projet. C'est projet parce que voilà, oui, projet. Ouais, c'est un des projets. Ah ben je trouve ça cool parce que c'est une bonne façon de promouvoir la bonne santé. J'avais vu, j'ai lu ça, ou alors c'est dans Social Media, Social Dilemma, le documentaire que toute la génération Z et après sont de plus en plus inactifs. Et j'ai lu aujourd'hui une étude
MoveNats qui disait que la plupart des enfants sont moins forts que leurs parents et ça montre une problématique générale à cause des écrans, etc. C'est-à-dire que on bouge de moins en moins, on est de plus en plus à la maison et du coup, automatiquement, nos vies sont moins saines, on est plus facilement malade. Alors que le médical commence à s'améliorer, si on est de plus en plus malade, on fait un peu un pas en arrière et un pas en avant, c'est contradictoire. Et en fait, j'aime bien parce que vous combinez vraiment le côté alimentaire qui est primordial pour une bonne santé, mais aussi le côté activité physique qui est, je peux pas dire également, enfin c'est tout aussi important, je pense, d'être physiquement actif. Et c'est bien parce qu'en plus vous proposez, comme tu dis, le pack à absolument tout le monde, quelqu'un qui fait déjà des arts martiaux, quelqu'un qui fait rien du tout, et aussi surtout à des parents, parce que je pense que c'est ça le plus important au final, c'est l'éducation des gamins aujourd'hui, c'est ça qui fera la différence. Et si nous-mêmes, comme je disais, voilà, moi à 19 ans, je pensais que des pâtes et des 4 fromages, c'était bon pour la santé, mais il faut savoir qu'il y a encore beaucoup de gens qui ont des enfants à 19 ans. T'imagines si j'avais eu un bébé à 19 ans et que je croyais encore que les pâtes, 4 fromages tous les jours, c'était bon pour la santé. Non, mais ça paraît bête à dire, mais je pense que c'est important qu'il y ait ce genre de projet. Il y avait eu une des étudiantes là où quand j'étudiais qui avait été donnée une formation dans les écoles, un petit exposé à des maternelles sur l'alimentation et donc elle avait demandé de dessiner un poisson. Et en fait, il y a beaucoup d'enfants qui ont dessiné un carré jaune en fait. Pour eux, c'était ça un poisson dans une assiette. Et ils faisaient pas le lien qu'un poisson, c'est ce qu'il y a dans la mer. C'est pas le fiche-tic qu'on a dans l'assiette en fait. Donc oui, c'est important d'éduquer nos enfants sur l'alimentation. Il devrait y avoir des cours, je pense même, comme tu le disais. Que ce soit même alimentaire, soit éducatif, hein, tout simplement. Oui, mais voilà, après, moi, j'en parle souvent, je trouve que après, on va pas refaire le monde, hein, mais le système éducatif en Belgique, moi, je suis sorti de l'école, je savais pas faire ma déclaration d'impôt, je savais pas ce que c'est la différence entre, enfin, comment est-ce que tu deviens locataire dans l'appartement, je sais pas, comment tu achètes une voiture, comment tu prends une assurance, je sais pas, bien manger, je sais pas, la différence entre une SPRL, enfin, à l'époque, maintenant, c'est SRL, une ASBL, je sais pas, et tu sors de l'école que c'est pas tout ça. Par contre, tu connais la situation politique du Yémen où tu iras jamais. Enfin, vous, peut-être un jour dans votre projet, mais moi pas. Et c'est bien justement de ce genre de projet parce que ça permet d'avoir un réel complément alimentaire. Un beau lapsus. Un complément éducatif qui est absolument nécessaire pour monsieur et madame tout le monde. Et je pense que c'est vraiment important, surtout au niveau des parents. Je pense que ce serait vraiment cool qu'il y ait beaucoup de parents qui vous contactent pour avoir le package alimentaire pour eux et pour leurs enfants, et le côté psychomote ou développement des arts martiaux pour le côté éducatif, parce que je pense que tu le vois directement. Tu éteins un enfant qui est devant un écran, tu éteins l'écran, il va vouloir bouger partout. Moi, j'ai une salle de sport à la maison. Tous les enfants qui viennent ici, la première chose qu'ils font, c'est aller sur les tatamis. Ils vont pas. Enfin, notre écran, il est toujours éteint quand on reçoit des gens. Mais voilà, je pense que il faut vraiment se rendre compte de ça. Et c'est vrai qu'il y a des parents qui sont vite dépassés. Et la solution facile, c'est tu le mets devant la télé, comme ça, tu sais cuisiner. Nous, on a beaucoup étudié là-dessus. On a décidé de pas mettre l'IM, comme tu l'as dit, pendant les 3 premières années. C'est 25 images par seconde. En fait, c'est prouvé que c'est pas bon parce qu'un enfant, c'est une éponge, ça retient tout. Et donc, du coup, c'est prouvé que ça les rend plus nerveux, leur sommeil est moins bon, leur créativité est moins bonne. Et donc, du coup, on a fait ce choix-là. Mais pareil, là, on nous prenait aussi pour des grands fous de ne pas avoir de télé. Donc là, maintenant, on l'autorise un petit épisode d'une demi-heure par semaine. Pour certaines personnes, c'est rien du tout. Pour nous, c'est déjà un grand pas. Et lui, en fait, Liam, ça lui change rien dans le sens, ça développe un peu le fait qu'il peut parler avec les copains de sa classe de même trucs qu'il ne connaissait pas. Ou bien aussi, ça, on nous disait, oui, il ne connaît pas les Disney, mais si, on a tous les livres des Disney, il connaît Robin des Bois aussi bien que quelqu'un qui l'avait vu en film, en fait. Mais les gens ne se rendent pas compte, en fait. Là, maintenant, il adore dessiner, il arrive à dessiner pendant 2 heures alors qu'il a 3 ans. Et tout le monde me dit comment tu fais, mais en fait, c'est sa créativité à lui, puisqu'il n'a pas d'écran. C'est comme ça qu'il crée son monde, en fait. Il va dessiner, parfois, il va mettre ses petites figurines dessus. Mais je pense que vraiment, les écrans pour les tout petits, enfin, de ce que j'en pense, c'est que c'est pas bon. Après, je jette pas la pierre à ceux qui le font, et puis il y en a plein qui sont pas renseignés, ou voilà, on ne sait pas. Ouais, mais justement, c'est important d'utiliser des plateformes comme ce podcast pour en parler. Alors moi, je vais le dire de manière plus neutre parce que si vous le dites, ça paraît un peu prétentieux. Mais quand je parle à tous mes amis, il y a 2 enfants pour moi qui sortent du lot et ils ont ce point commun là, c'est le vôtre et celui de Brian et Elijah.
pour moi, ils sont tous les deux en avance par rapport à leur âge quand je les compare à d'autres enfants de d'autres amis. Désolé, mes autres amis, j'insulte pas votre enfant pour autant. Mais et clairement, le dénominateur commun entre Liam et Elijah, c'est le fait que vous ayez été en mode pas d'écran avant 3 ou 4 ans, je pense. Et si je prends l'exemple, par exemple, des Disney, je pense que Brian, ce qu'il avait fait, c'est il avait acheté les livres et la version audio. Et donc, il mettait la version audio à la radio et l'enfant regardait les images en même temps. Je trouve que c'est une très, très chouette alternative. Mais voilà, je voulais aussi qu'on communique là-dessus aujourd'hui parce que c'est peut-être pas prouvé encore, mais ça a juste du sens. Attends, Leslie vient d'acheter un livre là-dessus. Ah ben oui, bien sûr, il m'a montré des extraits, c'est vrai. Le crétin digital, super titre. La fabrique du crétin digital. Et de, je sais plus le nom, il faudrait peut-être, je sais pas. Oui, avec Leslie, tu peux mieux l'expliquer que moi, mais dans le livre, ils expliquent par exemple que Steve Jobs et Mark Zuckerberg, je sais pas dire son nom, donc des grands des écrans justement et de l'industrie de ce côté-là, et ben en fait ils ont interdit les écrans à leurs enfants. Donc ça aussi, ça pose ça donne beaucoup de réponses à ce qu'on peut se poser comme question. Si eux-mêmes interdisent à leurs propres enfants les écrans. Oui, mais clairement, c'est une des marques d'un business service, c'est si le créateur l'utilise pour lui-même. Je trouve que, enfin voilà, si tu fais une marque de vêtements, ben tu dois porter tes vêtements, c'est assez logique. Si tu ouvres un salon de coiffure, ben tu te fais coiffer dans ton salon de coiffure, ça me semble logique. Exactement. Et pareil, voilà, si eux-mêmes n'utilisent pas ou font en sorte que leurs enfants n'utilisent pas leur service, ça prouve que c'est pas. Je pense qu'il y avait un truc. Beaucoup quand même, hein, des écrans, parce que là, on a vu une émission, c'était 7 à 8 tout simplement, dimanche, et c'était sur les écrans justement et les enfants aussi. C'était intéressant aussi. C'est le, je sais pas si tu vois. Ouais, mais c'est à l'envers. La fabrique du crétin. Voilà, c'est la fabrique du crétin digital de Michel Desmurger. Donc c'est pas mal parce qu'en fait, il a eu un prix quand même. Ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'il est justement, il n'est pas en mode moralisateur, parce que c'est ça aussi quand tu viens avec ce type de discours, que les autres se sentent jugés. Tu te sens jugé ou tu te sens coupable. Mince, ça, enfin, ça n'a rien à voir. Enfin, je veux dire, chacun fait comme il peut. Voilà, on fait ce qu'on peut. Et dans ce livre, il vient prendre parce qu'il dit aussi que t'as plein de spécialistes qui vont dire oui, c'est bon. Parce qu'avant, il y avait des spécialistes qui disaient que d'un point de vue, enfin, je veux dire, du début primaire, c'était bien d'interagir avec un écran. Enfin, ça allait stimuler. Et donc, il y a plein de gens aussi qui se disent d'un point de vue nutrition. Il y a des experts qui disent ça, il y a des experts qui disent. Et donc c'est pas mal parce que lui, il fait d'une manière neutre, donc il va vraiment voir tout ce. En fait, là, ce qui est pas mal, c'est qu'il va voir toutes les sources scientifiques. Donc je crois que tu as au moins, je sais pas exactement, mais plus de 500 sources scientifiques. Et donc il voit et après il fait un constat que effectivement, lui c'est vrai qu'il est un peu plus extrême, mais il dit qu'avant 6 ans, lui il dit vraiment avant 6 ans, il n'y a aucun effet bénéfique d'un écran, quoi. Chez un enfant. Mais bon, la réalité fait que c'est très difficile. En santé publique, enfin, il déconseille avant 3 ans. Donc lui, vraiment 6 ans, qu'est-ce qu'il disait d'autre? Mais c'est assez intéressant parce que ça, c'est clair et ça te donne vraiment des informations. Mais ça reste très tabou, hein, les écrans, parce que nous, quand on le disait, nos amis, souvent, nous prenaient pour des fous, ou parfois on devait demander d'éteindre la télé quand on arrive chez les gens. Ça met parfois mal à l'aise. Et comme tu dis, tu as des amis qui mettent la télé à leurs enfants, les 3 quarts, moi aussi, et qui après, eux, parfois vont se sentir jugés par notre choix. Mais nous, notre but, c'est pas de les juger du tout. On s'en fiche, chacun fait comme il veut et comme il peut, comme je dis toujours. Les mamans se soutiennent. Par exemple, c'est pareil avec les allaitantes, au biberon. Moi, c'est ce que je dis, tant que la maman se sent bien, que les parents se sentent bien dans ce qu'ils font, l'enfant se sentira bien. Et donc voilà, nous, on n'est pas pour ça, mais c'est pas pour autant que on va juger ceux qui le font. Oui, bien sûr, c'est chacun sa vie. C'est un sujet délicat parce que même moi, dans ma propre famille, moi, je suis d'origine portugaise, il y a la télé tout le temps allumée partout où je vais. Et en fait, de devoir dire, je suis la première, Liam, c'est quand même le 7e arrière-petit-enfant, et devoir dire, est-ce qu'on peut éteindre la télé? Ils me disent, ou bien parfois ils vont dire, ah, mais il va être retardé. Mais retardé de quoi? Oui, mais il ne sera pas utilisé un écran. Je dis, mais il n'a pas besoin d'utiliser un écran. Et quand il en aura besoin, ça sera à l'école avec un ordinateur et il apprendra à ce moment-là. Il ne sera pas retardé. En 2 minutes, il apprendra. Je pense, il y a beaucoup de préjugés là-dessus aussi. Oui, donc dans ce livre, il disait vraiment des conseils simples. Par exemple,
d'écran avant la nuit, enfin avant de dormir, pas d'écran le matin avant d'aller à Pour les l'école. adultes aussi, hein. Bah ouais, enfin, parce que On voilà, est tous lui, sur nos téléphones. il fait enfant, ado, mais c'est aussi pour les adultes. Qu'est-ce qu'il disait? Ben voilà, aussi chez l'enfant, ce qui m'a fort marqué par rapport à ce livre, c'est que le sommeil, donc le sommeil, enfin, l'enfant construit son cerveau En dormant. en dormant, et donc c'est sûr que si maintenant tu le mets plus à l'écran, il va être plus excité, et donc le sommeil va d'office en prendre un coup, que ce soit dans la petite enfance, que ce soit à l'adolescence. Et donc, c'est des enfin, je veux dire, c'est des connexions, enfin, des connexions dans le cerveau qui sont super importantes à cet âge-là. Et donc, si elles se, enfin, Mais tous forment, tu m'avais dit, c'est toi l'éducateur, tu m'avais dit tout entre 0 et 5 ans, peu importe ouais, que ce soit alimentation, sport, écran, un c'est individu une se bonne crée base, quoi. la base de 0 à 5 ans. Ouais, c'est là où tu formes ton script et c'est, enfin, Exactement. la plupart de nos croyances un peu puissantes qui nous font perdre la raison dans des argumentations, c'est ce qui a été scripté avant 5 ans, dont on se souvient pas, mais c'est ça qui a donné une direction à notre vie. Et je pense que ils en parlent dans le Social Dilemma, c'est qu'aujourd'hui, le problème, c'est que euh, tout ce qu'on fait en ligne, c'est calculé, et du coup, toutes les informations qu'on va te donner sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, Oui, oui. c'est pour les choses avec lesquelles tu es d'accord. Et donc, toi, tu vas Ouais, rester, tu les vas rester algorithmes. dans- Oui, oui. et c'est Il pour va ça, je chercher pense. un truc et ça va être toute l'appli, ça va Ouais, être sur ce qu'il a cherché. bien super. Ouais, Enfin, mais c'est exactement ça. Et je pense qu'il y a beaucoup d'arguments. Il y a potentiellement plein de sites et plein de clickbait d'études qui disent que les écrans c'est pas grave pour les enfants de bas âge parce que ça va réconforter les parents qui le font dans leur choix. Mais effectivement, c'est pour ça que le livre que tu as montré, c'est très intéressant parce que c'est une étude neutre. Il n'y a pas quelqu'un qui a été financé derrière. C'est pas quelqu'un qui a fait un clickbait pour vendre plus de livres. Et il montre, enfin, il écrit factuellement les résultats de sa recherche. Et donc voilà. Mais en tout cas, c'est cool. Je pense qu'on a fait le tour un peu des sujets qui étaient intéressants à aborder. Je suis très content d'avoir commencé avec vous deux. Enfin, moi en tout cas, je me suis senti inspiré dans ce podcast, donc je vais faire un maximum et je vois ma femme qui le voudra aussi puisqu'elle l'écoute depuis tantôt. C'est très rare pour un podcast, c'est très 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 rare, et donc là, elle l'a fait. Donc voilà, je vais essayer de promouvoir un maximum parce que encore une fois, le but de ces podcasts, c'est de donner une plateforme à des gens comme vous pour s'exprimer et pour motiver et inspirer les autres, surtout en cette période de confinement où il y en a beaucoup qui sont en chômage technique ou en chômage total, qui ont perdu leur emploi. Et je trouvais ça bien de commencer avec vous qui avez lancé des projets alors que vous travaillez. Comme quoi, même en travaillant, on s'est lancé des gros projets. Alors pour ceux qui ont du temps, c'est le moment de suivre leur. Et tu peux aussi t'auto-interviewer, vu que tu fais aussi partie quand même c'est aussi de l'inspiration. Je ferai une fois un monologue. Ah oui, mais ça peut être intéressant. Ou tu demandes à Ali de poser les questions. Ouais, c'est vrai que c'est Allez, tu veux une fois poser des questions? Ça pourrait être intéressant. Je me ferai une fois que ça. Avec le confinement, beaucoup de gens pensent que Mais il y a beaucoup de gens qui se réinventent aussi, j'ai vu, hein. J'avais vu ça pour en France, mais pas en Belgique. Enfin, j'ai pas vu d'études belges, mais en France, ils disaient que énormément de jeunes de notre âge qui étaient diplômés, etc., retournaient à des métiers manuels ou un retour aux sources. Enfin, en fait, que le confinement, ça nous a tous fait poser des questions sur est-ce que c'est le bon métier? Est-ce que c'est vraiment la vie que j'ai envie? Je pense que le confinement, tout le monde le voit comme une mauvaise chose. Moi, je pense quand même qu'il y a quand même du bon là-dedans. Alors moi, je suis le premier à dire, mais mes deux confinements, ils sont extraordinaires, hein. Ils sont ultra positifs. Le premier, j'étais en chômage technique, ça m'a permis il faisait beau, donc ça m'a permis de prendre de la vitamine D naturelle, ce qu'on disait tantôt. Et ça m'a permis de faire des formations. Tu vois, quand tu travailles, t'as pas spécificité, t'as des formations qui t'intéressent, t'as pas le temps de le faire parce que tu rentres chez toi, t'es un peu fatigué. T'as le choix entre te former sur ton ordinateur, donc de nouveau devant des écrans, ou faire ton sport. Moi, le choix se dirigeait plutôt vers le sport. Donc, je me suis formé en Photoshop. J'ai trouvé ça super cool, le premier confinement. Et le deuxième, c'est complètement à l'inverse. J'ai changé de boulot. Maintenant, je travaille à 100% de chez moi et j'adore ça. Donc voilà. Je pense que toute la vie, c'est un choix, hein. Des choses nous tombent sur nous en permanence. Il y a des choses sur lesquelles on a du contrôle, des choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle, mais les choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle, on doit juste essayer de faire le choix de transformer ça en positif parce que exactement. C'est comme ça qu'on vit. Ouais, c'est ça. J'allais dire pas le choix, mais si, mais il y a qu'un bon choix. C'est de le prendre, de trouver un moyen de le prendre. Choisir, c'est renoncer.
Toujours comme ça. C'est vrai. Il faut tout prendre avec la pêche. Et tout est Exactement. possible, mais pas en même temps. Ça, on a appris d'un monsieur en Australie assez Ouais, tu peux faire. très inspirant. Et un jour, il m'a dit, j'allais dans tous les sens, il m'a dit, Stéphanie, tu peux tout faire dans la vie, mais pas tout en même temps. Lui, il a décidé de faire pilote de ligne. Non, c'était pilote de chasse, puis il a fait médecin, puis il a décidé de vivre en Guadeloupe, puis il a décidé de vivre en Australie, et il a tout réussi, le gars. Mais c'est ce qu'il m'a Ouais, dit. ouais, c'est dans les tuches qui dit ça, tu peux faire un truc à la fois, mais pas 15. Hein, je sais pas, ça, Ouais, on n'a jamais vu la touche. On va regarder. On va regarder ça On va maintenant. regarder, du coup. Non, c'est une blague, hein, parce que c'est vraiment pas intelligent comme film, mais c'est décompressant, c'est décompressant. Voilà. Mais voilà, mais on peut finir là-dessus, parce qu'effectivement, c'est un très bon coach. C'est vrai que on peut faire beaucoup de choses, mais toute chose prend du temps et c'est assez clair. Je pense qu'il y a un livre là-dessus que je devrais lire, parce que moi aussi, je fais beaucoup de choses à la fois. Comme quoi, le multitasking, il y a beaucoup de gens qui voient ça comme quelque chose de positif et de valorisant, mais au final, la manière d'être le plus efficace, c'est d'être concentré sur une chose, faire cette chose-là, la mettre de côté, se concentrer Ouais. sur quelque Et chose. moi, je suis comme ça, et Leslie va dans tous les sens, et donc je suis tout le temps en train de lui dire. Donc il apporte plein d'idées, c'est génial, et moi, on va dire que je suis le cadran, c'est pour ça qu'on se complète toujours bien. Mais le meilleur projet, c'est ça. On a plein d'exemples comme ça de personnes qui ont plein d'idées. Il faut quelqu'un derrière pour les cadrer et pour Ouais. finaliser une chose, puis finaliser l'autre, puis finaliser Par exemple, l'autre. il y a un t-shirt en même temps qui veut qu'on crée les packs, et en même temps, et moi je dis un par un, sinon il n'y a rien qui sera fait en même temps, et Mais en même temps, voilà. c'est comme si j'avais 4 boulots, donc tu vois, je gère quand même les 4 boulots. Ouais. Ça va. Tu Multitâche. disais. Mais Donc, ça, ouais. Mais c'est du boulot. Mais de toute façon, il ne faut pas se leurrer, mais pour faire quelque chose qu'on aime, bah, c'est soit tu fais du boulot que tu aimes vraiment, soit tu te lèves avec un mauvais pied et faire un truc que tu n'aimes pas. Parce que ça aussi, les gens, une fois qu'ils ont un confort salarial, ils ont peur de se lancer. Je Ah pense ben, tant qu'on est sur le sujet, c'est clair que je peux rapidement en parler, hein, puisque moi j'ai travaillé chez GSK et c'est connu comme étant une mine d'or. Je vais pas leur faire une mauvaise pub, mais il y a énormément de gens là-bas qui sont pas passionnés par le côté pharmaceutique, mais par contre c'est ultra bien payé. Et donc quand tu te retrouves dans une boîte comme celle-là, il y en a d'autres en Belgique. En fait, tu es dans une position euh, où tu as certaines responsabilités. Et si tu prends cette même position dans n'importe quelle autre boîte, tu n'auras pas le même package salarial. Ce qui fait que tu te retrouves dans une situation où tu t'habitues à ton package salarial, voiture de société, blabla, qui est très, très, très confortable. Mais tu te rends compte que tu n'aimes pas ton métier. Et quand tu cherches ailleurs, tu te rends Ah compte ouais. que si tu dois partir, tu dois diminuer. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je suis parti de GSK vers mon boulot d'après. J'ai fait moins 40%. Ah ouais. J'ai fait moins 40% et en plus j'avais refusé une offre où j'allais gagner. Enfin, je je vais pas peux. dire le truc, mais il m'avait proposé de rentrer en interne chez GSK pour gagner 30% en plus de ce que je gagnais sur le moment et c'est à ce moment-là que je suis parti pour gagner 40% en moins. Donc il y avait une différence de 70% sur les deux et je regrette absolument pas mon choix parce que comme tu dis, si tu t'enfermes dans un boulot que t'aimes pas juste pour avoir un confort de vie à côté qui est un peu meilleur, c'est pas ça qui va faire que Encore une fois, ça dépend de l'être humain. Il y a des êtres humains qui aiment que le confort, donc du coup, ils vont rester dans cette optique, mais du coup, ils sont pleinement heureux. Mais en tant que personne, si tu aimes bien certaines choses ou avoir plus de temps ou j'en sais rien, enfin, découvrir d'autres choses comme toi qui a envie de te lancer dans d'autres trucs, bah, c'est sûr que tu vas rester, si tu restes dans ce confort. Leslie a eu la même chose, c'est marrant que toi avec son job à l'IPPJ qui est pour les éducateurs assez bien payé. C'est pas une mauvaise pub non plus, mais du coup, très bien payé. Mais pareil, du coup, il y en a beaucoup qui restent malgré les années. Bah, c'est un boulot assez dur mentalement et à un moment, tu n'en peux plus, de toute façon, en tant qu'être humain. Bah, ils changeront pas. Ils vont rester jusqu'à la retraite parce que c'est bien payé. ouais, c'est ça. Et donc, c'est un confort, mais à quel prix? C'est ça que je dis toujours, pour devenir aigri ou c'est pas la peine. Et je pense que c'est Ouais, ça aussi. mais en fait, c'est ça. Et en fait, moi, je me suis rendu compte que, en fait, quand tu es malheureux dans ton boulot, ou en tout cas pas ultra heureux dans ton boulot, tu vas généralement surcompenser avec l'argent, justement. Donc, tu vas faire des vacances qui sont encore plus belles et plus chères. Tu vas aller au restaurant qui est encore plus cher. Tu vas t'acheter des trucs qui servent à rien. Et donc, ça coûte de l'argent. Et au final, ben, l'argent que tu économises, que tu épargnes, il est égal que si tu gagnais moins dans un boulot que tu aimes, parce que quand tu es dans un boulot que tu aimes, tu dépenses moins de conneries, on s'entend, et tu ressens moins le besoin d'aller dans un bon resto pour décompresser. Moi, maintenant que j'aime bien mon boulot, ben, je rentre à la maison, je décompresse à la maison et je me fais un dîner à 8 euros et je suis très très content, quoi. J'ai pas besoin d'aller au resto dépenser 120. Bah, c'est un bon résumé. Ouais. Nous, c'est Ok, pareil. ben, Leslie, Stéphanie, un tout grand merci. On va juste À finir. toi. Donc on a
je vais dire l'apogée du podcast, c'était vraiment votre projet Domo Mojo. Donc, on peut vous suivre sur Instagram sur Domo Mojo. Est-ce qu'il y a d'autres choses à promouvoir par rapport à ce projet? Le site qui va être mais il y a déjà ma plateforme, mais on va dire qu'on peut déjà lancer le site, mais il n'est pas encore actif, mais dans le courant de la semaine, il le sera. C'est www.domomojo.com, tout simplement. Donc voilà, très simple. Ouais, Et donc, il y aura la partie projet, sport et diété et nutrition, comme il a dit. Il suffira de cliquer sur le logo qui vous intéresse et vous tomberez sur. Parfait. Et let's go. Bah, un tout grand merci à vous. Vous avez donné la pêche à ce début de podcast. Du coup, moi, je clôture très rapidement. Voilà, merci à tous ceux qui nous ont suivis en live. On est monté, on est descendu, on est monté. Donc, un tout grand merci à ceux qui nous ont suivis en live. J'espère que ça vous a plu. Ceux qui regardent ça en décalé, ben, merci d'avoir regardé ou écouté en décalé. Je vois que j'ai Lucas qui me demande si je travaille plus sur Woluwe Saint-Pierre. Non, j'ai changé de boulot, je ne travaille plus sur Woluwe Saint-Pierre. Il y a des questions ou non, on voit rien? Nous, on voit pas les questions. On a eu quelques petites interactions, mais je crois pas qu'il y avait il y avait des petites réflexions un peu marrantes, genre quand on parlait de la demi-heure d'écran dont Liam a droit. Il y a Yuri qui demandait si c'était Dragon Ball au moins. Non, mais il a vu, c'est quoi? Il y a un mini épisode de Kung Fu Panda. Kung Fu Panda. Ouais. Ça reste, oui, il y a quand même un peu de Marcel que Leslie essaie de lui montrer. Mais tous les livres, toutes les BD, c'est arts martiaux. Ici. Oui, ici, il a toutes les. C'est pas vrai. Non, mais si, c'est vrai, Liam, il voit tes livres d'arts martiaux tout le temps. Il aime bien, il est intéressé puisque c'est ce que papa fait. Mais voilà. C'est bon cadre. Mais par contre, je lui fais pas. C'est vrai qu'on pourrait se dire ça, mais je le force pas du tout en fait. Je vais pas lui dire, viens, si maintenant il fait de la danse, ben, je serais très heureux qu'il fasse de la danse. Oui, Leslie, je lui ai dit cette question, il m'a dit, il peut faire de la danse, mais il doit savoir se défendre. Voilà quoi. Capoeira, alors. Non, ouais. Ok, ben voilà, je vous souhaite une très très bonne soirée. Juste pour info, je vais bientôt. Et bon courage demain. Pardon? Je dis bon courage pour la suite. Merci, ça va être intense, mais ça va être chouette. Donc moi, je vais, comme je disais, je vais upload ça sur YouTube et sur SoundCloud. Demain, je vous enverrai le lien, comme ça on peut tous promouvoir ce très chouette podcast. Ciao, ciao. Ciao.